J'aurais voulu mettre quelques chiffres clés, mais bon. C'est parti. Dire à l'oral. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle Learning Hour de France Digital. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Jonathan de Aircall, Cyril de Rocket School et Alexandre d'Assess First. Et ils vont nous parler de l'acquisition 3.0, comment booster et scaler votre acquisition avec les meilleurs outils et organisations, et aussi comment gérer peut-être la gestion de crise. Je vais vous laisser avec eux. Bonne Learning Hour à tous. Merci Antoine. Bon, bonjour à tous. On va parler d'acquisition et on va parler, je vais vous présenter un petit programme. On va commencer par vous montrer quelques outils sympas et vous faire quelques démos pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire aujourd'hui. Après, on va voir les différents types de structuration et différents types de profils qu'on a aujourd'hui dans une team acquisition, parce que mine de rien, ça change pas mal. Et après, on va avoir deux exemples, et là, c'est vraiment top qu'on ait Assess First et Aircall avec nous, parce qu'on va avoir vraiment l'exemple où on a une quinzaine de BizDev dans son équipe d'acquisition, et le next step, donc vous verrez encore plus structuré, une centaine de BizDev. Et puis, on a voulu rajouter un petit item puisque aujourd'hui, on est tous dans une situation qui est un petit peu compliquée et qui a un gros impact sur toute la partie acquisition, forcément. Et ce qui est intéressant, c'est que sur Assess First et sur Aircall, on est sur deux approches assez différentes, enfin deux types de clients assez différents. Et du coup, les approches, les réactions sont différentes. Donc, on va pouvoir échanger. Et puis derrière, n'hésitez pas à poser des questions au fil de l'eau. On y répondra avec grand plaisir. John, je te laisse te présenter en deux mots. Ouais, salut tout le monde. Donc Jonathan, je suis un des cofondateurs d'Aircall. Pour la petite histoire, donc Aircall, c'est la téléphonie d'entreprise. J'expliquerai un petit peu plus tard peut-être dans la présentation exactement ce qu'on fait. Pour mon background, avant j'étais financier, j'étais banquier à Londres et à Paris, et j'ai monté Aircall il y a maintenant à peu près 6 ans, 5 ans et demi exactement. Et tu vas nous présenter tout ça tout à l'heure avec une croissance je vais essayer en gros de vous expliquer. En fait, mon point, ça va être surtout de vous expliquer comment Aircall, en à peine 5 ans et demi, est passé de 4 employés, donc des fondateurs, à plus de 350 et avec plus de 85% du chiffre d'affaires à l'étranger, etc., avec vraiment une grosse phase et un gros focus sur l'outbound sales, qui est un peu notre spécialité. Voilà. Extra, merci. Alex, tu es avec nous ou pas? J'ai l'impression que tu as perdu ta connexion Wi-Fi. Bon, on est tous en confinement, donc on va gérer avec les aléas du direct. Trop bien, j'ai jamais pensé que je pourrais dire un peu pareil, mais c'est extra. Je vais me présenter en deux mots. Donc moi, avant, j'étais directeur général adjoint d'Epitech, une grosse école d'informatique que vous connaissez certainement. Et je suis professeur affilié à HEC après avoir eu un parcours entrepreneurial assez riche. Et j'ai voulu créer une école qui soit gratuite et qui recrute les gens sur leur personnalité et pas sur leur diplôme. Donc, j'ai créé Rocket School et on forme des commerciaux, des growth hackers, des CSM qui partent en alternance après une formation type bootcamp de 3 mois. Alors, Alexandre étant pas revenu, je le présente. Ah, t'es là? Super. Je suis revenu. Pour ma part, moi, c'est Alexandre. Ça fait 10 ans que je suis chez Assess First. J'ai fait toute ma carrière chez eux. C'est une entreprise, il faut le savoir, qui est autofinancée. Quand je suis arrivé il y a 10 ans, on était 4 collaborateurs. On a récemment dépassé les 50 et là, on est en passe d'être bientôt 60. Et on fait 30 à 40% de croissance chaque année. Et aujourd'hui, je suis en charge de mes deux passions, en fait, chez Assess First, donc des équipes sales et du marketing. Et je vous expliquerai un petit peu comment on est structuré au niveau de notre organisation du coup commerciale. Merci beaucoup, Alexandre. Alors, hop, on va arriver, je vais commencer moi sur le premier point. Je vais vous présenter pas mal d'outils, puisqu'en fait, il y a beaucoup de choses qui ont évolué et le numérique est une super opportunité pour le sales, pour l'acquisition. Et on va voir ça avec quelques exemples. Avant de commencer, quelques mots. On va en avoir techniquement pour aller 1 heure, maximum 1 heure et demie. Bon, j'ai rajouté une petite blague parce que Jonathan, à chaque fois, il dit j'en ai pour 5 minutes et puis il a tellement de choses ultra intéressantes à dire que ça peut durer. Mais
voilà, max 1h30, mais on va essayer de faire plus vite. On va vous envoyer les supports après la conf, juste après, donc pas de stress. Vous verrez, il y a vraiment de la matière intéressante. Si vous voulez échanger plus en détail avec nous, on vous mettra aussi nos adresses mail, donc n'hésitez pas. Si vous voulez qu'on rejoue la conf, n'hésitez pas. Et un grand merci à nos amis de France Digital. C'est important qu'on ait des collectifs comme ça qui se mobilisent pour les startups, pour les acteurs du numérique, parce que c'est vraiment des belles opportunités. Puis en France, on est, mine de rien, on se débrouille assez bien, on est bien positionné sur tout ce secteur-là. Et il faut qu'on continue à être bon là-dessus. Alors, mes slides. Donc, quelques outils commerciaux. Donc là, vous voyez, il y a plein d'outils. Je les ai classés un petit peu par catégorie. Vous avez tout ce qui va vous permettre de trouver des leads, de sourcer des leads. Donc, vous avez la base de données Sirène. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, j'en reparlerai juste un petit peu après, mais aujourd'hui, la base de données Sirène, en tout cas toutes les entreprises françaises, elles sont en open data, donc vous pouvez y accéder et vous pouvez faire des stats. Je reviendrai un petit peu après. Il y a des outils comme Nomination, il y a des outils comme Cold CRM, Captain Data, LinkedIn, bien entendu, qui est notre mère nourricière à tous quand on fait du BizDev. Des outils comme Phantom Buster qui vont nous permettre d'automatiser et Lucha, par exemple, qui peut nous permettre d'avoir des 0,6. Donc ça, à partir du moment où vous avez utilisé des outils comme ça, vous aurez des listes de cibles, des listes de prospects plus ou moins bien qualifiés, ou en tout cas ciblés. Après, il va falloir engager vos clients. Là, vous avez la possibilité de le faire avec LinkedIn. Il y a des outils comme ProspectLN qui vont vous permettre d'automatiser, comme Prospect.io, comme Datananas ou Lemlist qui vont vous permettre d'envoyer des cadences de mail. Je vous ferai une petite démo comme Casper, pareil, qui vous permet d'engager vos clients. Vous avez des connecteurs comme Zapier, comme Slack, qui vont vous permettre d'aller plus vite, de répondre plus rapidement à vos clients. Aujourd'hui, là, on est sur Livestorm. Alors, parce qu'on est confiné, mais si vous voulez parler avec vos clients dans toute la France sans avoir besoin de vous déplacer, c'est possible avec des outils. Et c'est des outils qui sont intéressants parce que vous avez plein de stats, qui est venu, combien de temps les gens sont restés, les questions qu'ils ont posées. Et donc, pour vous, quand c'est vos clients, vous allez pouvoir, du coup, enrichir un petit peu les données que vous avez sur eux. Et d'autres outils dont on va parler, alors forcément les CRM, tout le monde, la plupart des boîtes en ont, avec les deux gros comme Salesforce ou HubSpot. Et un outil que j'aime bien, que vous ne connaîtrez pas forcément, mais que je trouve assez sympa, qui s'appelle Tilki, qui va vous permettre de faire du tracking sur les documents que vous envoyez. Donc, on rentre tout de suite dans le détail. Je vous parle de la base de données Sirène. Donc, comme je vous ai dit, la base de données Sirène, en France, toutes les boîtes ont un numéro de Sirène comme un numéro de sécurité sociale. Et toutes ces informations-là, elles sont en open data. Donc, vous avez un outil, par exemple, Open Data Soft, qui va vous permettre de faire des recherches. Et là, je fais une recherche en live avec vous sur la base de données Sirène. Donc là, vous voyez ici, je vérifie que vous voyez bien en même temps ce que j'ai mis. Ouais, c'est bon, c'est sur le bon fichier. Ce qui s'affiche. Donc là, vous voyez, j'ai toutes les boîtes de France. Cyril, je crois que ça friche chez toi un petit peu. On t'entend plus. Qui sont en Ile-de-France. Vous n'avez pas les numéros de téléphone, vous n'avez pas les adresses. Vous ayez encore. Ça a un petit peu frisé. C'est bon, c'est reparti. OK. Donc, la base de données Sirène, je vous encourage à regarder. C'est vraiment intéressant. On vous enverra les liens et vous allez pouvoir faire pas mal de recherches intéressantes, notamment si vous faites, par exemple, si vous faites du mailing papier, ce qui peut tout à fait se faire. Un autre exemple, alors là, je vais vous parler de la démo, comme ça vous verrez bien. Zapier. Zapier, c'est un outil qui vous permet d'automatiser les tâches.
Et ça va vous permettre, on sait qu'un commercial, il doit être paresseux. Un commercial qui n'est pas paresseux, ce n'est pas normal. Donc, du coup, il doit automatiser un maximum de choses. Avec un outil comme Zapier, vous allez être capable de prendre des données qui sont dans un fichier Excel, dans un fichier Google Sheet, dans vos adresses email, sur votre calendar, sur Airtable, et le transférer ailleurs. Et l'intérêt de l'utiliser, c'est vraiment pour automatiser les choses. L'objectif pour vous, c'est de gagner du temps et d'être plus réactif. Je vous fais une petite démo. Vous allez voir en 1 minute 30 comment vous allez pouvoir automatiser toutes les demandes que vous allez recevoir via votre site web sur un Google Sheets, de les envoyer dans votre Slack. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on sait que plus on répond vite à ses clients, plus on est performant. Parce que le client, quand il vous fait une demande sur votre site web, c'est là maintenant tout de suite qu'il a l'idée, qu'il a envie, besoin d'avoir des infos. Donc, si vous le rappelez dans les 10 minutes, potentiellement, vous gagnez. Si vous consultez votre mail 1 heure après, 2 heures après, le lendemain, et que vous lui répondez le lendemain, il n'est plus dedans. Donc, on va voir avec cette petite démo comment, en vraiment très, très peu de temps, un formulaire qui est sur un site qui m'envoie mes informations sur un Google Sheet, je vais pouvoir automatiquement, grâce à Zapier, avoir l'information sur un Slack. Sur un Slack ou sur autre chose. Vous verrez, il y a vraiment des tonnes de connecteurs. Donc là, vous voyez, c'est assez rapide. Je sélectionne mon Google Sheet, le Slack dans lequel je veux l'envoyer, le channel dans lequel je veux l'envoyer. Je prends le compte qui est concerné. Automatiquement, ça va me sélectionner les différents onglets. Je crois que la démo dure 1 minute 30. Donc, vous voyez qu'en 1 minute 30, on va voir bientôt arriver, là c'est 50 secondes, on va bientôt voir arriver les résultats. Je choisis mon channel dans lequel je veux envoyer l'information. Je définis ce que je veux mettre. Et là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'automatiquement, il vous conseille les différentes colonnes. Et vous dites, je veux toutes les nouvelles colonnes, je veux récupérer le nom, le prénom, et je veux afficher tout ça dans mon Slack. Voilà, il y a des exemples avec le numéro de téléphone. Vous allez voir qu'on va le continuer, qu'on va le tester. Et là, vous devriez voir en haut à droite, vous voyez, j'ai un petit message Slack qui vient de me dire « Vous avez reçu un nouveau message » et j'ai reçu un nouveau message. Et là, Zapier est ultra intéressant, comme je vous disais, pour être beaucoup plus réactif et pour passer les données d'un endroit à un autre. Donc, n'hésitez pas à regarder. J'ai mis un niveau de difficulté à 2 sur 5. Donc, c'est un outil qu'on peut utiliser sans forcément être un codeur. Bref, on n'a même pas du tout besoin d'être un codeur, c'est pas extrêmement compliqué. Ensuite, un autre outil qui là est un petit peu plus complexe, j'ai mis un niveau de difficulté de 4 sur 5, c'est Phantom Buster. Phantom Buster, il va vous permettre d'automatiser des actions et d'extraire des données. Et particulièrement, vous pourrez l'utiliser avec des outils comme LinkedIn, Instagram, Facebook, les emails, Twitter, GitHub. Je vous montre la petite démo. Hop là. Je vais la mettre en plein écran, je ne sais pas si ça va bien marcher. 1 minute 36, pareil. Là, je vais sur LinkedIn et je vais sélectionner un secteur. Je sélectionne le secteur de l'agroalimentaire. Et dans l'agroalimentaire, je vais dire, je cherche des gens qui sont, on va dire, des directeurs régionaux. Je fais ma recherche. LinkedIn va me dire combien on a de personnes. 487. OK. Très bien. Ces 487, vous pourriez les rajouter à la main, un par un, pour récupérer leur nom, prénom. Mais on est d'accord que c'est très long et qu'un commercial, un bon commercial est fainéant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Phantom Buster et on va lui dire récupère toutes les infos qui sont dans une recherche LinkedIn et mets-moi toutes ces informations-là dans un fichier, un fichier CSV. Donc là, vous voyez, je fais juste un copier-coller de l'URL. Et je lance ma recherche. Là, c'est l'ancienne version de Phantom Buster, mais la nouvelle version qui a changé il y a un petit peu plus d'un mois fonctionne de la même façon. Et là, vous voyez, c'est en train de récupérer les données. Ça se connecte à LinkedIn avec votre compte et ça récupère les 5, 10, 15, 20 premières pages en fonction du nombre de résultats. Et là, vous voyez automatiquement, je ne sais pas combien de temps ça a duré, le nombre de résultats qu'on va avoir. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Voilà. Les liens LinkedIn, les noms, les prénoms, le nom des boîtes, le titre du job, etc. Alors, bien entendu, pour l'instant, on n'a pas encore les adresses email, il nous manque encore des infos, mais ça va être la suite des outils qu'on va voir. Donc, Phantom Buster, très bon outil, parfois un petit peu complexe. Alors, je sors pour me remettre, voilà, sur ma
comment je sors? Voilà, top. Donc là, on a vu cette partie-là, Phantom Buster. Vous avez des données. Maintenant, il y a un outil qui s'appelle Drop Contact qui est vraiment extra, qui va vous permettre globalement d'enrichir vos données, d'enrichir vos lignes. Ça pourrait potentiellement être aussi des données que vous allez récupérer de vieux fichiers que vous avez, où vous avez les noms, prénoms, entreprises. À partir du moment où sur un lead, une cible, vous avez son nom, son prénom et le nom de sa boîte, Drop Contact pourra potentiellement vous donner des numéros de téléphone et des adresses mail. Ce n'est pas du 100%, globalement, ça va être entre 40 et 70%. Je vous montre la démo. Dans cette démo, on continue sur le même outil. Donc, on est sur la suite. Alors, je ne sais pas si on le voit bien. Essayez de voir ce que vous voyez en même temps. Alors là, vous ne voyez pas grand-chose. J'ai l'impression que ça a bugué. Laissez-moi une seconde. Hop. Est-ce qu'on voit? Ouais, super. Ça part. Parfait. Donc là, voilà, vous êtes sur la vidéo, on est sur Drop Contact. Et le fichier qu'on avait récupéré avec Phantom Buster, je l'envoie dans Drop Contact. Je n'ai pas fait une seule modification. C'est le fichier qu'on a vu 5 minutes avant. Donc, Drop Contact le récupère, vérifie qu'il y a bien le nom, le prénom et la société. Et il va commencer à vous chercher les différents contacts qu'il peut y avoir dedans. Donc, vous vous rappelez, on avait récupéré 487 contacts qui correspondaient à notre cible en moins de 2 minutes. Et là, on va récupérer sur ces 487 contacts les numéros de téléphone, des adresses email, pas toujours, mais en grande partie, plus plein d'informations, puisque Drop Contact va vous enrichir votre fichier. Donc là, vous voyez, j'ai des numéros de téléphone, j'ai des adresses email, j'ai plein d'infos en plus que vous n'aviez pas forcément et qui vont vous permettre du coup de cibler. Vous avez, j'ai aussi l'adresse des boîtes. J'ai vraiment plein d'infos. Donc là, on a mis vraiment très très peu de temps pour faire ça. C'est ça qui est vraiment génial, c'est qu'on va être capable d'avoir des outils qui nous font gagner un temps extraordinaire. Alors, je me remets en grand écran sur Drop Contact. Voilà. Une fois que vous avez des adresses email, que vous avez les infos, ben vous avez fait une partie du job. Et l'intérêt, c'est à cette partie-là, ça n'a pas de sens de le faire à la main parce que la plus-value est vraiment faible. Donc, une fois que vous avez ça, c'est le plus facile. Maintenant, il faut rentrer en contact avec les gens. Et c'est là que, globalement, un commercial classique va envoyer des emails, va faire ses relances. Un bon commercial va penser à faire ses relances. C'est une tannée de penser à faire ses relances, de s'organiser, etc. C'est pour ça qu'il y a des outils qui sont pas mal, qui vont vous permettre de faire des séquençages d'emails. Notamment, il y a des Datananas, vous avez aussi Lemlist, vous avez aussi des séquences d'emails qui sont intégrées dans vos CRM comme HubSpot ou Pipedrive. Et l'idée, c'est pas de faire comme un MailChimp qui finalement envoie des newsletters que vous envoyez à 3000 personnes. Ces outils de séquençage d'emails, ça va plutôt être en fait un outil de chirurgien. C'est pas une arme de destruction massive, vous envoyez pas 7000 emails, vous allez en envoyer 10, 20, 30, 50 par jour. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous les personnalisez énormément et que vous prévoyez surtout les relances. Parce que c'est souvent les relances qui sont complexes, on oublie de faire des relances. Je vous fais une petite démo. Hop là. Donc là, la démo, déjà, je vais chercher des VP Sales. Je vais chercher des VP Sales pour Rocket School parce que c'est les gens à qui on s'adresse pour positionner en alternance nos growth hackers et nos SDR, nos BizDev. Donc là, par exemple, ce Valentin, c'est un deuxième contact, donc je n'ai pas ses coordonnées. Et je vois qu'il bosse pour Tiller System. Je vais faire juste avant, je vais vous montrer une petite astuce qui est assez intéressante pour trouver des adresses mail. Donc là, je fais appel à Drop Contact, à Datananas, qui est un outil Datananas Connect qui automatiquement va me récupérer l'adresse mail en mettant un pourcentage de fiabilité de cette adresse mail. Donc là, vous voyez, à 83%, on me dit que c'est cette adresse mail-là. Alors, une petite astuce pour le vérifier, je vais vous montrer que vous envoyez un email, vous mettez le nom d'un de vos contacts et sur Gmail, vous regardez si ça donne quelque chose. Et là, vous voyez, on voit sa photo. Donc, comme on voit sa photo, ça veut dire que l'adresse mail est bonne. Donc, c'est une des techniques, en tout cas unitaires, pour trouver des adresses email, c'est ça. Et derrière, là, avec Datananas ou Datananas Connect, je vais lui envoyer une séquence de mails que j'ai préparée où automatiquement, je l'engage dans la séquence. Donc, je vous montre un petit peu cette séquence de mails.
C'est une séquence de mails que j'ai fait quand j'étais à La Réunion pour proposer à des gens de venir à une conférence sur le même sujet qu'aujourd'hui. Et j'avais personne à la base pour venir et j'ai envoyé une séquence de mails avec 3 relances. Et puis le jour J, du coup, j'avais 50 personnes qui étaient venues sur le salon exprès pour voir cette conférence. Donc, c'est extrêmement efficace. Et ce qui est bien, c'est que vous envoyez 1, 2, 3 ou 4 mails à la suite. Donc là, vous voyez, premier mail avec une petite relance, très efficace. C'est vraiment un outil qu'il faut utiliser, ouais. Ouais, je me reconnecte. Excuse-moi, il y a aussi des questions qui sont parfois posées dans la partie questions. Et du coup, là, je me permets de t'interrompre. Gaëtan demande si Drop Contact va rentrer les infos sur des noms, prénoms, profils LinkedIn qu'on a dans un Excel. Et comment on doit préparer le fichier en amont pour que ça matche au mieux avec les données de Drop Contact. Alors ouais, pardon, excusez-moi, comme je jongle un peu entre les 2 fichiers, donc du coup c'était un petit peu galère. Il n'y a pas de souci. Toutes les questions. En fait, pour Drop Contact, il suffit d'un nom, d'un prénom et du nom de la société. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va agréger plein de données, notamment les données qu'il va récupérer dans la base de données Sirène. Et il agrège aussi, il va agréger d'autres données, il va vérifier en fait des adresses email, etc. Il y a un test que tu peux faire, Gaëtan, sur une centaine d'utilisateurs qui est assez simple. Alors, hop, je vois qu'il y a, je sais pas s'il y a d'autres questions. Excusez-moi, je regarderai un petit peu plus régulièrement. Ouais, je n'hésiterai pas à intervenir, t'inquiète pas. Ouais, hésite pas à me dire, ouais. Alors, donc ouais, voilà, j'étais sur zut, du coup ça. Hop, ça Excuse-moi. commence à 0. Ouais. Alors, donc oui, là c'était pour vous montrer un petit peu comment récupérer les adresses mail et ensuite on va voir ces cadences. Le gros intérêt, je vous donne un exemple d'utilisation que j'avais faite quand j'étais directeur des exécutives MBA à Epitech. Notre cible, c'était des CTO, donc des directeurs informatiques. Et ce qu'on faisait, c'est que, alors ça a mis un petit peu de temps pour trouver cette cadence, mais globalement, tous les lundis, je demandais à ma commerciale de sélectionner sur LinkedIn une trentaine de personnes qui étaient dans notre cible et de leur envoyer un email. Le premier email qu'elle envoyait, c'était bonjour Christophe, j'ai vu sur LinkedIn que tu étais CTO chez Toto.com. Il se trouve que mercredi, on fait une réunion d'information sur l'exécutive MBA Epitech. Est-ce que tu veux être là? Les gens ne répondaient jamais à cet email-là. Mais ce n'est pas grave parce que le mercredi matin, alors que la conf doit avoir lieu le mercredi soir, on renvoyait un email en disant « Bonjour Christophe, est-ce qu'on compte sur toi ce soir? Tiens-nous au courant, comme ça on achète pile ce qu'il faut. » Et ce qui était intéressant, c'est qu'à chaque fois, je mettais un PS. PS, au fait, tiens, regarde, c'est le CTO de Blablacar a fait la formation, regarde ce qu'il en dit. Là encore, j'avais assez peu de retours. En vrai, la réunion, elle n'avait jamais lieu le mercredi soir. Mais ce qui était marrant, ce qui marchait super bien, c'était le jeudi matin où je faisais « Christophe, écoute, on n'a pas pu te voir hier soir, c'est dommage, mais en même temps, il y avait tellement de monde, valeur du produit, qu'on n'aurait pas pu discuter. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on en discute par mail. » Et là, j'avais 30% de taux de réponse. 30% où les gens disaient « Ah, pardon, excusez-moi, ça m'intéresse » ou alors « J'ai pas le temps ». Mais déjà, ils nous répondaient, donc on était capable du coup de les engager sur le secteur. Et globalement, cette séquence de mails, elle nous est toutes nos rentrées. On avait identifié un petit peu la formule magique pour remplir la promo, c'était trop bien. Donc, très, très bien. Un autre exemple, j'avais réussi à rentrer en contact avec Valérie Pécresse. Vous pouvez aussi en faire en one-to-one. C'est-à-dire que vous prenez 1 heure ou 2, où vous définissez votre séquence de mail avec vos relances et vous envoyez tout, vous programmez tout. Et ce qui est intéressant, c'est que juste pour toucher une personne, plutôt que de vous faire un rappel, dans 1 semaine, il faut que je me rappelle de lui envoyer un email. Non, vous prenez une matinée, vous définissez tout ce qu'il faut et ensuite vous envoyez tout et là, c'est super efficace. Un autre outil qui est top, que je voulais partager avec vous, c'est Tilki. Tilki, c'est plus adapté quand vous avez des catalogues de produits. Quand vous avez des catalogues de produits, en fait, ça va vous permettre de savoir quand est-ce que les gens les ouvrent, mais surtout, quelle partie ils regardent. Donc, pareil, je vous ai fait une petite démo. Hop. Antoine, tu me dis s'il y a des questions. N'hésite pas. Ouais, je n'hésite pas. Est-ce que j'arrive à voir en live? Voilà, donc là, sur Tilki, je vais créer un nouveau projet. On va dire que j'ai un catalogue. J'ai pris le catalogue de Toyota, donc que j'envoie ici. J'envoie le catalogue de Toyota. Ça le télécharge. Voilà, 1 minute 38, c'est bien. Je vais me générer un lien d'accès. Et globalement, en fait, pour chaque personne, ça va créer un lien d'accès spécifique. Là, je le mets à la main, mais je pourrais envoyer un fichier CSV. Comme ça, automatiquement, je vais avoir pour chacun de mes utilisateurs, de mes 200 utilisateurs, un lien.
Ensuite, je me fais un petit email. Donc là, je vous l'ai mis en accéléré, blablabla. Bla, bla, bla. Je vous fais parvenir notre catalogue, le lien Tilki. Je reçois mon email, je clique dessus, je me balade un petit peu dans mon catalogue produit. Donc là, c'est super intéressant parce que, par exemple, si vous allez savoir en fait combien de temps vos clients ont passé sur chaque page. Donc, s'ils ont passé 2 heures sur le ballon, vous allez plutôt leur vendre un ballon. Et là, vous voyez, j'ai le détail. Je sais que Cyril Pierre de Guerre est venu une fois qu'il est passé 20 secondes 29 secondes sur mon outil. Et là, quand je regarde le détail, c'est ça qui est sympa, c'est que je vois qu'il a passé 10 secondes sur la 3e page. Donc, du coup, je sais que potentiellement, il est intéressé par la 3e page, ce qu'il y a sur la 3e page. Et là, c'est pareil, si je clique, votre client clique une 2e fois, donc vous allez savoir si ça vient de la même adresse IP, donc si c'est potentiellement la même personne ou pas, le nombre de sessions, la lecture, et pour chacun un petit peu où ils ont passé du temps. Et je vous donne un exemple tout bête, vous êtes une agence de voyage, vous avez un catalogue, vous avez eu un de vos clients au téléphone. Vous lui envoyez il hésite entre partir à la mer ou partir au ski. Vous lui envoyez sa plaquette, vous voyez qu'il passe 10 minutes sur la proposition que vous avez faite par rapport au ski, vous allez plutôt lui parler du ski. Et vous n'allez pas l'appeler 3 jours après parce que vous savez quand il vient de lire votre message. Donc, vous appelez direct. Bonjour, monsieur Martin, comment allez-vous? Je faisais le point. Ah, justement, j'étais en train de lire votre plaquette. Ah, mais quel hasard! C'est extraordinaire. Alors, bien sûr, vous lui dites pas que vous le traquez parce que les gens détestent ça, même s'ils le savent souvent. Mais du coup, vous l'appelez pile au bon moment. Et ça, pour le coup, c'est vraiment ultra efficace. Donc voilà, je parle vite, on vous enverra les slides, vous verrez, il y aura les liens vers les vidéos, vous pourrez les regarder en détail. Pour terminer sur les outils, un outil que j'aime bien, qui est en version bêta, qui est la Growth Machine, qui en fait va vous permettre de complètement automatiser votre process de prise de contact. Et là, typiquement, vous allez lancer un contact, ça va aller sur un profil LinkedIn, ça va le visiter. Donc, votre client aura vu potentiellement votre visage et il aura vu que vous avez visité son profil. Et automatiquement, ça va récupérer des infos. Et ça va récupérer des infos sur lui, notamment son compte Twitter. Et ça va mettre en favori son dernier tweet. Et ça va le suivre. Donc là, l'intérêt, c'est que le client, il a vu que vous étiez venu sur son profil LinkedIn, il voit que vous le suivez sur Twitter, il se dit, ah, quand même. Un jour après, vous le rajoutez en contact. Et automatiquement, vous pouvez mettre un message « Hello first name », donc « Bonjour Christophe, j'espère que vous… » Bref, ou on n'en met pas. Il y a c'est un vrai sujet de savoir sur les invitations automatiques sur LinkedIn, si on met un message ou pas. Puis, vous attendez 2 jours. Au bout de 2 jours, s'il a accepté votre requête, c'est bon, vous avez atteint votre objectif. Sinon, vous allez lui envoyer un email. Encore une fois, on n'a pas toujours les emails, on n'a pas toujours les comptes Twitter, mais comme on est sur des volumes un petit peu plus gros, en moyenne, on peut avoir les infos. Vous lui envoyez un email, vous attendez 3 jours. Est-ce qu'il a répondu? Oui, c'est bon. Il a cliqué, mais il n'a pas répondu. Vous lui envoyez un autre email. Et vous voyez, c'est des outils qui vont vous permettre un peu d'industrialiser et d'imaginer un parcours client ou un parcours acquisition client vraiment de A à Z. C'est la Growth Machine. Je crois que il était en version bêta il y a un mois quand j'ai testé un petit peu l'outil. Donc vraiment à tester. Donc voilà, je vous ai présenté quelques outils pour vous teaser un petit peu, mais franchement, c'est extra parce qu'il y a plein d'outils qui sont top, qui vont vous permettre de gagner du temps. Alors, bien entendu, en tant que BizDev, notre job, c'est avant tout de rendre service à nos clients, donc il ne faut pas les utiliser à tort et à travers, mais ça va vous permettre de gagner du temps là où finalement, votre expertise produit, votre expertise métier, elle a moins de valeur. Après ça, je vais commencer à faire une petite intro sur les différents acteurs dans le cycle de l'acquisition, avant de passer la main à Alexandre qui va nous présenter dans le cadre d'Assess First comment ça fonctionne. Alors ça, on ne l'a pas inventé, globalement, on a commencé par regarder un petit peu ce que faisaient les scale-up qui marchent bien dans la Silicon Valley, et puis on a vu aussi tout ce qui se passait en France, et mine de rien, on est assez content parce que autant il y a 5-6 ans, on est très en retard, autant aujourd'hui, on a des belles trajectoires, on a des belles scale-up, on a des belles stratégies d'acquisition, donc c'est un petit peu moins difficile. Alors, quand on a un commercial, l'approche classique, elle est simple, c'est qu'il fait tout. Il va créer les listes de fichiers, il va prendre son téléphone, il va faire les emails, il va faire la négociation, il va faire le closing. Bon, ça ne sert à rien de le spécialiser. Et ça, c'est l'approche un petit peu classique. Sur les nouveaux process d'acquisition client, ça commence souvent par un profil qu'on appelle Growth Hacker.
Le growth hacker, c'est un profil hybride, un petit peu comme le DevOps en informatique qui fait à la fois du code et de l'administration système. Le growth hacker, c'est un profil hybride entre le marketing et toute la partie code. Donc, c'est quelqu'un qui va être capable de détecter de façon massive des opportunités, qui va automatiser un maximum ses actions, qui met beaucoup de data dans son approche, qui fait beaucoup d'A/B testing, qui est très data focus, qui utilise des hacks et qui fait beaucoup de veille pour savoir un petit peu ce qui peut être utile. Et lui, globalement, il va générer ce qu'on appelle des MQL, des Marketing Qualified Leads. À Salesforce, je crois, Alexandre, vous avez des growth hackers. C'est quoi leur mission? Oui, tout à fait. On a des gros hackers chez Assess First. Si tu veux, on va dire, il y a 3 missions. Il y a bien sûr ce qu'ils font en inbound dans la génération de leads. Donc, tout ce qui va pouvoir être AdWords, gestion des AdWords et des flux au sein du CRM. Et après, il y a surtout l'outbound, tu l'as un peu évoqué, avec le scrapping, puisqu'on essaie de centraliser le scrapping sur une personne pour éviter que les sales aient à le faire, et puis aussi pour garder de la qualité dans les emails. Donc en fait, voilà, il va travailler sur l'acquisition en inbound, aider les SDR dans leur chasse outbound pour obtenir tout ce qui est email, faire les fichiers Excel, on va dire, et puis après automatiser les tâches dans le CRM. Top. Et on verra tout à l'heure, John, tu nous diras, toi, tu as une autre approche avec tes CIT, tu nous détailleras ça tout à l'heure, c'est aussi super intéressant. Donc le growth hacker, il va vous générer des MQL qui va globalement passer à ce qu'on appelle des SDR, donc Sales Développement Représentative, ou BDR, Business Développement Représentative, ou qu'on appelait un petit peu anciennement Inside Sales. Donc ça a un petit peu changé l'émission, mais globalement, lui, il va aussi être capable de générer des listes, de faire un peu comme le growth hacker, mais il est moins spécialisé. Il va les qualifier. En fait, son vrai rôle, c'est de prendre des listes, d'en créer ou d'en prendre, et de les qualifier, d'identifier s'il y a un besoin. Donc, il va faire du phoning, il va faire des séquences d'emails, il va faire des séquences sur LinkedIn automatisées pour vraiment savoir s'il y a un besoin. Et lui, il va générer des SQL, des Sales Qualified Lead, et globalement, qui va passer à un account exécutif. L'account exécutif, c'est le profil beaucoup plus classique dans le business. C'est celui qui connaît bien son produit, qui est capable de négocier, qui a un petit peu de bouteille, donc qui a beaucoup d'assurance. Et lui, il va négocier le deal, il va le closer. Il va bosser sur des appels d'offres, des sujets un petit peu gros. Il va mettre en place des accords cadres. Donc, c'est un peu globalement, ça va être un des profils qui va vous coûter le plus cher dans l'entreprise. Alors que sur des growth hackers ou des SDR, BDR, vous avez des profils un peu plus juniors qui peuvent vous coûter un petit peu moins cher. Donc, c'est un intérêt, ne serait-ce que financier, de structurer un petit peu tout ça. C'est-à-dire que ça n'a aucun sens de demander à un commercial qui gagne 50 ou 60 000 euros par an, donc chargé 90, de faire le boulot du growth hacker ou du BDR. Cyril ? Ouais. On a une petite question d'un point de vue management. Est-ce que les SDR sont autonomes dans la création des scripts de séquences d'email? Alors, souvent, mais je pense qu'Alexandre t'en parlera aussi, mais souvent, les séquences sont prédéfinies, il y a des modèles qui sont faits. Alexandre, peut-être que tu peux nous donner ton cas, ça va être plus parlant. Oui, je pense qu'aussi Jonathan pourra témoigner. Ce qu'il faut, je pense, c'est une bonne formation en amont. Tout le monde n'est pas aussi doué les uns que les autres pour l'écriture. Alors, des personnes qui sont plus à l'aise au téléphone, d'autres plus à l'aise à l'écrit. Donc, c'est important d'avoir des guidelines et de suivre ça de près si on ne veut pas vite se retrouver avec des séquences qui n'ont ni queue ni tête. Moi, j'ai dû supprimer, j'ai bien précisé quand on a eu le confinement, par exemple, qui nous a touchés, de mettre en stand-by certaines séquences qui allaient être envoyées, qui n'auraient ni queue ni tête avec ce qui se passait en ce moment. Donc, il faut quand même... Ouais, nous, chez nous, on a un process assez particulier, c'est que il y a des guidelines, donc clairement, on rentre dans un cadre, il y a même des mails préécrits s'ils veulent. Le but, c'est pas de rester dedans. Ensuite, les SDR vont réécrire chacun de leurs mails un peu à leur sauce et ça va être validé par son manager pour s'assurer juste que ça rentre dans nos guidelines et dans notre manière de parler aux clients, parce qu'en fait l'expérience client commence tout au début du funnel d'acquisition, donc au niveau des SDR. Et ensuite, ça va nous permettre alors vu que nous on est à grande échelle, on a plus de 50 SDR, ça va nous permettre après aussi de mesurer les résultats de chacune des séquences en ayant des emails différents par équipe et par
persona, de pouvoir mesurer lesquels fonctionnent le mieux. Voilà un petit peu comment on fonctionne. Il y a plusieurs questions. Vas-y, Alexandre. Ouais, après, Alexandra, c'est important quand même de les faire participer à ça et pas de leur imposer aussi des cadences. Et au fur et à mesure quand même qu'ils développent leur expérience, ils ont une connaissance terrain et il faut quand même s'en servir et l'utiliser du coup dans ces messages. Et je rebondis sur ce que tu écris, Alexandra. Attention au marketing qui écrit des emails pour les sales. Attention, ça ne fonctionne pas. Ils savent pas écrire d'email sales. Enfin, en tout cas, nous, on l'a testé. Ce n'est pas leur rôle. Ils sont là pour faire du marketing, que ce soit pour faire du nurturing ou des choses comme ça. On doit vraiment rester focus sur les sales écrivent pour les sales, quoi. Donc, le marketing ne doit pas s'impliquer là-dessus. Voilà. Du coup, il y a la question qui émerge sur le coût d'un SDR, quel est son profil, est-ce qu'il doit viser la quantité ou la qualité, quels sont les KPI, etc. On va avoir plein de KPI après justement dans les données. Ça va venir après, ouais. Ça va venir Parfait. après. Je pense que ça dépend de du stade de ton entreprise. Enfin, en tout cas, nous, on l'a vu aux différents stades d'Aircall, que les SDR ne travaillent pas de la même manière et n'ont pas du tout les mêmes KPI. Donc, on y vient après. Carrément. Et en fait, vous pouvez regarder aussi sur le chat ou les questions, il y a pas mal d'autres outils, hein, parce que bien entendu, on ne pouvait pas parler de tout, mais il y a pas mal d'autres outils sur lesquels il y a des échanges. Donc, ça pourra être intéressant aussi de regarder ça par la suite. Je les ai tous pris en note, je pense qu'on les mettra à disposition à côté du replay. Ok, top, extra. Et donc voilà, SDR, on va revenir avec des exemples. L'account exécutif, c'est beaucoup plus classique, mais il y a des nouveautés aussi qui arrivent, notamment avec le Customer Success, le CSM, qu'on voit de plus en plus dans des boîtes B2B SaaS, parce qu'à partir du moment où vous avez un client, comme chez Aircall, vous avez acheté le produit, le SDR a fait son job, l'account exécutif a fait son job, vous l'avez. Comme vous pouvez arrêter au mois le mois, si vous n'êtes pas content du produit, du coup, ça peut être assez dangereux. Donc, du coup, il y a les CSM qui vont en fait gérer tout ce qui est onboarding, donc prendre le client par la main, lui montrer comment utiliser l'outil, soit de façon automatisée, ce qu'on appelle les CSM low touch, soit de façon un petit peu plus personnalisée avec les CSM high touch. Donc, tout ce qui est onboarding. Ensuite, ils vont faire tout ce qui est support, donc tout ce qui est care, vérifier que tout se passe bien au fil de l'eau, prendre des nouvelles de temps en temps. Et ils vont avoir un troisième rôle qui sera lié à tout ce qui est renouvellement et upsell, cross-sell. Et du coup, c'est assez intéressant parce qu'il va vraiment avoir un rôle pour limiter le churn, voire faire du développement complémentaire. Et je crois que tu en parleras tout à l'heure, John, puisque toi, tes équipes, elles ont des objectifs, je crois, à 120% pour les CSM. C'est-à-dire que ce n'est pas juste d'éviter le churn, c'est d'aller chercher pour faire encore plus de business. Ouais, complètement. C'est même 130% là sur 2020. C'est ça. 120, 130, d'accord, ok, ça a augmenté. Non, c'était en 2019, 120. D'accord, avec le Covid, ça risque d'être réévalué aussi, en effet. Mais... Très bien. Et donc, avec l'account manager, qui est un peu parfois lié au CSM, qui va faire de l'élevage. Donc là, vous voyez, c'est un process d'acquisition qui est assez classique dans ce qu'on peut voir dans les scale-up, les belles scale-up françaises, européennes ou de la Silicon Valley, qui vous permettent vraiment de spécialiser et de découper les tâches. Et là, maintenant qu'on a vu ça, on va rentrer, ça va certainement un peu plus de concret pour répondre à vos questions. Comment ça se passe chez Assess First, où vous avez globalement une dizaine de BizDev, un peu plus, et comme ça, ensuite, on verra comment on segmentera encore plus quand on va échanger avec John sur la team d'Aircall. Alex, je te laisse la main. Yes. Est-ce que je peux reprendre la main ou tu me passes les slides du coup? Je ne sais pas si je vais te les passer, vas-y. Ok. Donc, Assess First, c'est une société qui existe depuis 2002. Pour vous situer un petit peu l'organisation et l'objectif, donc ça, c'est le slide d'après. Pardon. Peut-être que tu peux reprendre la main, ça va être plus simple. On tente un passage de témoin. Attends, je vais lâcher Je vais désactiver. Comme ça, tu vas pouvoir partager ton écran. Comme ça, je vais répondre aux 2-3 questions que j'ai vues passer en même temps. Alors, hop. Est-ce que vous voyez mon écran déjà? Ouais, c'est good. On voit les slides sur le côté, mais ça va.
Et là, c'est bon. C'est parfait comme ça. Ok. Donc, quand vous prenez en fait une organisation, vous allez vous retrouver avec des personnes qui vont être en situation de performance, d'autres en situation d'échec. Et je pense que l'objectif personnel ou pour chaque organisation, c'est de faire en sorte que chaque collaborateur soit performant et heureux dans son job. Pour ça, chez Assess First, on va se centrer sur ce qu'on appelle le potentiel des candidats ou des collaborateurs. Alors, petit cours de psychologie très rapide. Le potentiel, c'est quoi en psychologie du travail? C'est identifier les capacités de raisonnement d'un individu, ses motivations, ses leviers, ses moteurs, qu'est-ce qu'il met en mouvement, et sa personnalité. Donc, nous, ce qu'on vend en fait à notre cible, qui sont les décideurs RH, c'est 3 questionnaires qui permettent d'évaluer chacune de ces dimensions. Donc, Brain pour les aptitudes intellectuelles, Drive pour les motivations et Shape pour la personnalité. Du coup, ça va nous donner les talents naturels d'un individu. Et notre solution va faire quoi? Va permettre de rapprocher les talents naturels de ce qu'on appelle les modèles descriptifs, donc c'est les attentes pour des jobs, et ensuite d'avoir des taux d'adéquation. Donc ça, c'est un petit peu pour le produit qu'on vend, donc 3 outils. Le business model, pour vous donner le contexte, chez Assess First, on a 2 cibles, donc ce qu'on va appeler chez nous le small business, c'est des entreprises de moins de 250 personnes, et on va avoir le large business avec les entreprises de plus de 250 personnes. On est une entreprise autofinancée, ça je l'ai dit, donc on n'a jamais fait de levée de fonds. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur le small business, on va avoir des offres mensuelles, mais globalement, toutes nos offres sont sur du 12 mois ou sur du pluriannuel, ce qui est important aussi en situation de crise d'avoir des offres comme ça, parce que nos clients sont engagés sur le long terme. Donc, tu vas nous parler tout à l'heure de la difficulté sur les mensuels. Est-ce que ça est compliqué ou pas avec la crise? On en reparlera de tout ça. Yes, tout à fait. On va en reparler tout à l'heure là-dessus sur les mensuels. Mais aujourd'hui, les mensuels chez nous, ça représente 10% de notre chiffre d'affaires. Mais qui ont un très fort impact. Là, on l'a senti avec ce qui s'est passé actuellement. Aujourd'hui, du coup, avant d'aller dans la structure de notre équipe commerciale, je pense qu'il est important de revenir, c'est sur les différentes étapes pour structurer une équipe. J'ai identifié, moi, 5 rôles qui me sont importants pour moi et que je remets en question chaque année. D'abord, c'est de bien définir les objectifs sur lesquels vous allez travailler. Ça peut être sur un trimestre, un semestre, sur une année. Ensuite, de ces objectifs vont découler des rôles que vous allez attribuer. Cyril nous a commencé déjà à nous en parler. Ensuite, il y a un processus entre toutes ces personnes qui va avoir lieu. Puis après, bien sûr, on va suivre des indicateurs. Et il y a aussi le système de rémunération qui doit être en lien entre les rôles et les objectifs de chacun. Donc, premièrement, sur les objectifs, nous, on suit, voilà quelques objectifs qu'on est amené à suivre chez Assess First. On va avoir les objectifs dits stratégiques qui sont plus sur le long terme, donc des objectifs de croissance de CA à l'étranger, de rétention, augmenter le panier moyen, l'engagement des clients, essayer de les engager le plus possible sur du long terme. Ensuite, on va segmenter nos chiffres en fonction du style de business. On l'a vu, il y avait du large business ou du small business. Et aussi l'acquisition sur l'outbound. On va suivre nos équipes acquisition, donc les équipes SDR, sur le nombre de leads qu'elles doivent générer pour qu'on atteigne les objectifs. Donc, à chaque fois, en début d'année ou par trimestre, on va se fixer des objectifs sur ces éléments-là, donc en termes de new, de transmission pour les outbound. Vous voyez aussi les SQL, ça, en fait, c'est donc, on va avoir les totals de leads qui sont générés par les équipes prospection, les leads qui sont transmis à nos équipes commerciales, donc small business et large business. Les SQL, c'est les leads qui ont été acceptés par nos équipes sales, en fait, où ils ont dit, sur ce projet-là, je peux faire quelque chose, je peux le signer. Et le nombre de contrats qu'on va être amené à signer. Donc, ce qui est important, c'est de bien définir ces objectifs pour après bien définir les rôles qu'on va avoir chacun au sein des équipes. Donc, voici un petit peu, je vous laisse prendre connaissance des chiffres. Vous avez ici la comparaison pour 2019 et 2020. Vous voyez comment un petit peu structurer notre organisation commerciale. Donc, en 2019, vous pouvez voir le nombre d'SDR qu'on avait en outbound, 2 pour la France et 4 pour les États-Unis et les US. Vous avez le nombre ensuite d'AE, large business et small business, donc les comptes exécutifs, comme l'a dit Cyril,
sont ceux qui sont responsables de la première signature du contrat. Et va suivre après les account managers qui, eux, sont en charge des renouvellements. Petite info pour ceux que ça intéresse, sur Account Manager Small Business, on recrute en 2020. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que le conseil que j'ai, c'est qu'en 2019, on peut voir que j'avais pas beaucoup de SDR France, c'était un petit peu pour tester le modèle. C'est que le conseil qu'on va donner, c'est d'avoir 2 SDR pour un AE. Si possible aussi, toujours avoir un SDR de plus que le prévisionnel. Il faut savoir que le job de SDR, c'est un job où même si on les sélectionne bien chez Assessors, c'est un job sur lequel il peut avoir quand même du turnover, parce que c'est un job qui est quand même très difficile, avec des tâches répétitives. Donc, c'est bien d'avoir toujours plus que le provisionnel si on veut être dans l'atteinte des objectifs et pas se retrouver à devoir relancer un recrutement. Et là, j'anticipe un petit peu sur ce que va dire John. Donc, c'est important ce que tu dis, c'est que le SDR, c'est pas forcément un job facile, c'est un job qui est vachement prenant et du coup, il y a un turnover qui peut être assez élevé et l'approche que John dont on parlera tout à l'heure avec ses CIT est assez intéressante par rapport à ça. Bon, pardon, je te rends la main. Ensuite, mon autre conseil, c'est si vous l'avez, mais je pense que John nous dira la même chose, c'est de très vite, si vous le pouvez, spécialiser vos équipes. Comme nous, on l'a fait très rapidement aussi chez Assessors, c'est venu étape par étape en fonction de notre développement. Mais c'est sûr qu'une personne spécialisée aura toujours plus de résultats qu'une personne qui va devoir gérer plus de tâches. Si vous demandez de faire à vos comptes exécutifs de la prospection, on sait que ça va être compliqué pour eux parce qu'ils ont peut-être déjà beaucoup de choses à gérer. Ça ne sera jamais aussi bien fait que si une personne, c'est son travail dédié. Donc, au niveau des managers, ça n'a pas évolué. Team acquisition, en fait, c'est la team marketing qui est centrée sur l'acquisition des clients et qui participe soit à la outbound, mais aussi, on l'a vu, à l'inbound. Et les Customer Success Managers, je vous ai mis en dessous. Comme l'a évoqué Cyril, nous, les Customer Success Managers sont responsables de l'onboarding, de détecter des deals pour les account managers. Donc, approche assez classique. Je ne sais pas s'il y a eu des questions ou pas. Question d'Olivier, Alex. Il y a Olivier qui demande si c'est les SDR chez vous qui gèrent l'inbound ou si c'est le growth ou le marketing. Alors, depuis 2020, on a une personne à l'inbound, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette personne-là va rappeler uniquement les personnes qui n'ont pas répondu à nos séquences automatisées pour prendre des rendez-vous. Donc, en fait, avec le gros, ce qu'on a fait, c'est que sur HubSpot, une personne qui va venir en inbound, qui va faire une demande de démo, qui va s'inscrire à un trial sur notre application, elle va être automatiquement contactée, automatiquement relancée, et on va essayer de booker directement un meeting dans l'agenda de le compte exécutif. Si ce meeting n'a pas lieu, c'est le SDR inbound qui va reprendre la main. Donc, il va gérer, on va dire, toutes les choses qui ne se prennent pas automatiquement pour être sûr qu'on n'ait pas de perte. Alexandre, il y a d'autres questions dans le chat. À partir de quel niveau de maturité des leads les SDR transmettent-ils aux accounts exécutives? Alors, les SDR en outbound, en fait, ils vont remplir ce qu'on appelle chez nous le BANT. Ça veut dire quand ils vont réussir à avoir un échange avec une personne, ils vont identifier, donc, est-ce que la personne est déjà l'autorité nécessaire? Est-ce que déjà c'est un responsable recrutement, un responsable gestion des carrières? Est-ce que ça fait partie de notre cible? Très important pour moi, est-ce qu'il y a un besoin qui est identifié? Il faut que de ce call-là, on puisse identifier sur quoi le compte exécutif va pouvoir jouer pour déclencher un acte d'achat. Si possible, une timeline. Après, la timeline chez nous peut être assez longue parce qu'on va avoir des projets sur le large business qui nécessitent 6 mois à 1 an de signature. On ne va pas demander une timeline short. Et bien sûr, budget. Est-ce qu'on sait que la personne va avoir les moyens d'acheter la solution si on continue de discuter avec elle? Donc, c'est le fait de compléter le band qui va générer la transmission. Et après, en fait, l'account exécutive va nous dire est-ce que lui aussi a ressenti ça lors de son échange avec le prospect. On a une autre question sur les profils évolutifs. Est-ce que ça a du sens de prendre un SDR à potentiel pour qu'ensuite il évolue vers un autre job en interne? Tout à fait. En plus, là, j'ai vu qu'il y avait un de mes SDR qui était là, donc et je pense qu'il cherche à évoluer. Oui, ça a un intérêt.
Après, ce qu'il faut faire aussi, c'est être clair sur les règles du jeu de l'évolution. Pas s'attendre à faire SDR pour 3 mois et changer de job. Ça nécessite d'avoir une certaine expérience pour commencer à avoir des résultats. Nous, en gros, pour qu'un SDR, on me demande souvent au bout de combien de temps un SDR est rentable. Au bout de 9 mois, 1 an, un SDR est rentable. Donc, si on le bouge, même à cette période-là, ça n'aura pas forcément été une très grande rentabilité pour l'entreprise. Ouais, j'insiste là-dessus, hein. C'est très important parce que j'en parlerai un petit peu dans les slides. C'est si on les fait bouger trop vite, en fait, vous allez vous retrouver dans quelque chose que nous on a eu en permanence dans le scale, qui sont des trous de capacité. Et donc en fait, vous vous retrouvez à remplacer des gars qui performent super bien, donc on pourrait dire senior au bout de 9-12 mois. Par des juniors qui ne performent pas, et donc en fait vous avez constamment ces sortes de trous de quelques mois dans lesquels en fait vous avez moins de capacité de création d'opportunités que vous aviez précédemment, alors que vous avez potentiellement plus de FTI dans l'équipe. Donc c'est très dangereux, il faut faire attention parce que nous ça nous a mis dans la panade pendant pas mal de mois et on a refait l'erreur plusieurs fois avant de s'en rendre compte. Guillaume, dans le chat, continue en disant que il reprend exactement ce que vous venez de dire, en disant que ça met généralement 12 à 18 mois sur le marché parisien. À Dublin, pour les grosses entreprises tech US, ça va plus vite, mais ça doit bloquer. Il faut éviter effectivement ce trou de compétences. Et il ajoute aussi que c'est le nombre d'opportunités qualifiées et validées par les accounts exécutives qui doit être à vérifier, pour pas inonder les accounts exécutifs d'opportunités à faible potentiel. Carrément. Et un autre point, c'est que le job de SDR, faut pas forcément le voir comme une galère et de se dire il faut en sortir. Ça reste un job une fois qu'on le maîtrise, qu'on fait ses séquences et qu'on est à l'aise sur tout ce qu'on fait, ça peut être assez sympa parce que pour le coup, c'est de l'optimisation, c'est data driven. Il y a pas mal de sujets qui peuvent être sympas. Donc c'est pas forcément une fin en soi d'aller sur le next step, quoi. Je crois qu'on a perdu Alexandre. C'est dommage, c'est lui qui avait la presse. Cyril, je ne sais pas si ça vaut le coup que tu la relances. Ouais. On a peut-être quelques questions encore auxquelles vous pourriez répondre en attendant. Jean-Gaël demande quel taux de transformation visé pour les sales, pour les SQL. C'est de la chasse en fait, c'est ça? De SDR à... Ouais, de SDR à AE. Alors nous, chez Aircall, on a fait pas mal de statistiques. Alors je voulais en venir un peu après pendant la présentation, mais c'est pas grave. En gros, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde des cohortes de 6 mois. On fait une cohorte à partir de la première touche, la cohorte se lance, et pendant 6 mois, qu'est-ce qui va advenir? On a 14 touches sur 3 mois. Donc sur les 3 premiers mois, il y a 14 touches. C'est un mélange de call, d'email et de social. Donc on a un taux d'ouverture par exemple de 80% des mails, un taux de clic de 50%, un taux de réponse de 20%, ça comprend le négatif et le positif, un taux de démo qui est à 6% et un closing qui arrive à 2%. À 6 mois, je parle bien, c'est une cohorte sur 6 mois. Après, à 12 mois, le closing va augmenter. Mais nous, on regarde à 6 mois parce que il fallait mettre une date et il fallait regarder à un moment. Après, on peut regarder à l'infini, mais c'est moins intéressant, surtout quand la boîte commence à avoir quelques années. Voilà. Ok, je suis revenu, donc je pense que je vais pouvoir repartager mon écran. Vas-y. Il y avait une question de Younes sur les commissions. Est-ce que les SDR sont intéressés à la vente faite et c'est quoi le pourcentage? Je pense que Jonathan va y répondre parce que lui, je sais qu'il a un système comme ça. Alors, nous, on a un système un peu particulier alors qu'on est un petit peu en train de faire évoluer. Mais oui, il faut les incentiver au pourcentage du closing de ce qu'ils ont ramené. Nous, en gros, comment on fonctionne chez Aircall, c'est on regarde, on a un nombre de démos comme métrique principale. Donc, qui va être 10, j'en reviendrai après aussi, je suis en train de faire toute ma presse en offline là, mais c'est pas grave. Et ensuite, en fonction de ce qu'il va closer grâce à ce SDR, il va prendre une commission sur le montant de l'ARR global qu'il aura ramené. C'est très important pour 2 raisons. Un, pour qu'il se sente vraiment commercial. Si on est commercial et on ne ramène pas d'argent, on n'a pas l'impression de ramener de l'argent directement, c'est un problème. Et 2, tout simplement,
pour s'assurer un peu de la qualité de ce qu'ils envoient. Ça veut dire que un commercial, s'il envoie n'importe quoi, même si c'est validé par un account exécutif, etc., il aura moins tendance à envoyer des plus petits deals ou des choses un petit peu moyennes s'il sait qu'il y a un gros gain à avoir sur le closing. Voilà. Totalement d'accord. Du coup, alors après, voici le tunnel d'acquisition. L'idée, c'est que là, on voit qu'il y a les SDR qui vont amener, donc en outbound. Chez nous, l'outbound, les SDR, ils gèrent aussi tout ce qui est les leads qu'on peut avoir lors de salons ou lorsqu'on organise des webinars. C'est eux qui vont avoir à relancer ces personnes. C'était aussi une des raisons pour lesquelles on a créé l'équipe SDR, c'est qu'on faisait beaucoup de salons. On a une stratégie Success First où bien sûr on fait de la pub sur le web, bien sûr on fait des salons et on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse aussi des appels pour que les clients nous voient partout. Et on a remarqué que les accounts exécutives, les relances après salon ou post-webinar n'étaient pas terribles. Donc la première raison qui nous a fait créer une équipe SDR, c'est cette raison-là. Mais on a déjà parlé un petit peu de ce tunnel, donc je passe très vite. On vient d'en parler en répondant aux questions. Et voici un petit peu quelques KPI chez nous qu'on peut avoir pour les SDR. Le nombre d'engagements, c'est le nombre de personnes qui vont mettre en fait dans les séquences d'emails par semaine. Le nombre d'appels aboutis, c'est les personnes avec lesquelles ils arrivent en fait à pouvoir chercher à joindre la personne. Le nombre d'emails qui sont envoyés. Il y a un certain nombre de personnes engagées, mais il y a plusieurs emails envoyés par semaine. Le nombre de calls de qualification et le nombre de SQL aussi qu'ils doivent générer par semaine. On leur donne ces guidelines-là pour qu'eux aussi ils sachent s'ils sont bien ou pas pour atteindre leur objectif. Après, vous aurez toujours des personnes qui vont préférer les emails, d'autres qui vont préférer les appels. Donc, il faut aussi leur laisser un petit peu de liberté, mais c'est bien leur donner quand même ces KPI-là. Nous, ensuite, sur les accounts exécutives, donc large business, ils doivent signer 22 nouveaux clients par an, ce qui fait 350 000 euros de CA par an en abonnement. Et on a un suivi des objectifs au trimestre. Et après, nos account managers, ils gèrent 60 clients à renouveler sur l'année et ils ont 800 000 euros de renew par an. Mais après, ils gèrent aussi nos comptes clients qui sont en pluriannuel. Là, je parle uniquement des comptes qui sont à renouveler sur l'année. Voilà. Comment, Alexandre, tu gères, on va dire, la guerre qu'il y a entre tes SDR pour ne pas qu'ils attaquent les mêmes leads? Ils sont sur secteur, ils sont sectorisés, donc ça évite d'avoir la guerre. Après, il y a une petite guerre sur la négociation des secteurs, on va dire, mais on connaît aujourd'hui nos secteurs sur lesquels on est fort. Donc chaque SDR a un secteur qui répond plutôt bien. Alors moi je vais un petit peu mitiger alors c'est bien hein, s'il y a des secteurs, mais il y a certains cas où c'est difficile d'avoir des secteurs particuliers parce que du coup il y aurait tout de suite un biais. Nous typiquement on veut pas qu'il se fasse la guerre, mais je pars du principe que le SDR qui arrive à obtenir une réponse positive et à booker une démo, bah finalement, s'il y a même 4 SDR qui attaquent le même compte, alors c'est pas recommandé parce que c'est pas top, mais si ça arrive, je vois pas le problème de dire bah mon email était mieux ou mon call était mieux. J'y viendrai après, mais nous beaucoup de nos démos sont bookées avec un bon vieil appel à l'ancienne et il faut regarder ça quoi. Il faut pas se dire ouais mais moi ce compte est à moi. J'entendais ça au début d'Aircall dire ah non mais moi Blablacar c'est moi qui les ai contactés en premier. On s'en fiche en fait. Qui a eu une réponse en premier, qui a réussi à booker une démo en premier. Voilà, c'est ce qui compte vraiment. Quoi. Non, il n'y a pas trop de guéguerre pour répondre à Valérie. Oui, non, ouais, il y a beaucoup de questions. Peut-être avançons et on les fait au fur et à mesure. Je te passe la main, Jonathan. Ok. Alors, attends, je fais action, partager mon écran, j'imagine, activer le partage. Je vais voir, je fais enlever. Oula. C'est bon normalement. Mon écran. Yes. C'est bon. C'est bon, vous voyez mon écran? Allô, allô.
Yes, on voit ton écran. Ok, d'accord, super. Alors, pour la petite histoire, juste pour un petit peu voir à quel stade on en est, et j'espère que certains d'entre vous sont aussi un peu avancés, et ça vous donnera aussi pas mal d'informations. Maintenant, on est passé par tous les stades Aircall, hein, vu que maintenant, même si on est 320, on a été 4, on a été même un sales, qui était moi au début. Donc, on a un petit peu expérimenté les erreurs de la startup, de la boîte qui est en croissance, qui fait un peu n'importe quoi pour essayer de croître. Et finalement, on s'en est pas trop mal sorti. Pour la petite histoire, donc oui, on est à peu près 320 aujourd'hui. On a levé environ 41 millions de dollars. Et notre business, donc c'est la téléphonie d'entreprise. Donc on permet aux boîtes de créer leur système de téléphonie où qu'elle soit dans le monde, cette entreprise, et de l'intégrer à tous leurs outils CRM, helpdesk, etc. Donc c'est un outil de téléphonie qui est très bien fait pour tout ce qui est services commerciaux et services clients. Je me permets d'insister sur une petite chose. C'est vrai que tout à l'heure, je voyais que beaucoup d'entre vous poser des questions sur les outils mail, etc., etc. C'est important l'email, c'est très important, mais ne sous-estimez pas l'impact de la téléphonie, de faire du cold calling du coup pour avoir des nouveaux clients. C'est chez nous, c'est pas loin de 30% des démos bookés qui sont faits uniquement via un call. Donc, ne pas sous-estimer ça. Pour la petite histoire, et donc Aircall a quand même cru relativement vite. Ça, c'est Bessemer qui avait présenté ça il y a 2-3 ans sur les boîtes qui ont cru le plus vite de 1 million à 10 millions d'ARR dans leur portefeuille. Et donc, pour la petite histoire, Aircall l'a fait en à peine 2 ans avec toutes les techniques que je vais vous exposer après, enfin avec la structure en tout cas que je vais vous exposer par la suite. Et on se dirige vers les 100 millions d'ARR actuellement, à la vitesse à peu près à laquelle Shopify est arrivé aux 100 millions d'ARR. Donc c'est de 1 à 100 millions d'ARR en moins de 6 ans globalement notre objectif. Et donc tout cela en appliquant un playbook très simple à la fois, mais également très structuré, où chaque process compte, où chaque petite virgule compte. Parce qu'en fait, à un moment, on trouve la manière de le faire et il faut exécuter cette manière et ne surtout pas laisser place au hasard. Parce que la place au hasard, c'est la place au manque de rigueur et donc à des métriques qui vont pas être bonnes du tout at scale. Et donc, garder cette rigueur, c'est très important. Je vais vous expliquer rapidement un peu le funnel d'acquisition d'Aircall. Donc, si on commence au tout début du funnel d'acquisition, donc il y a finalement trois channels qui vont apporter du business à nos chers commerciaux. Donc on a le marketing classique, donc organique, SEO, le paid, évidemment tout ce qui est AdWords and Co, les events, le product marketing. Bon voilà, c'est pas trop le sujet, mais ça nous rapporte beaucoup de deals. Hein, c'est quand même 50% des deals chez Aircall. Ensuite, il y a le partenariat, donc qui va, je vais pas le détailler ici, mais ça va être un mix de vente indirecte, donc à travers du channel, des intégrateurs qui poussent Aircall. Comme je disais, Aircall fait de la téléphonie d'entreprise et on s'intègre à des CRM. Bah, il y a des intégrateurs de ces CRM qui vont pousser Aircall si vous avez besoin de téléphonie. Et donc ces gens-là aussi vont nous ramener du business. Également des resellers, des purs resellers telco. Ou des resellers de solutions qui vont revendre des solutions type Zoom. Hein. Zoom en France, il y a des boîtes qui revendent du Zoom ou d'autres solutions, donc des revendeurs, et eux ils vont revendeur Aircall. Et également tout ce qui est relations partenaires, donc avec toutes nos intégrations, que ce soit Salesforce, HubSpot, Zendesk, etc., où on a une relation privilégiée avec les équipes commerciales de nos partenaires, et donc on est capable d'avoir des deals recommandés par eux. Et donc ce qui nous intéresse surtout le plus, je pense, ça va être nos amis les CIT, qui eux sont vraiment en charge de trouver les bases de données, de créer les bases de données et de pré-qualifier en fait avant qu'un SDR finalement se lance dans la chasse. Moi, ce qui m'importe beaucoup évidemment, c'est le SDR outbound, l'inbound. Enfin, je peux répondre à certaines questions, mais c'est moins stratégique pour cette présentation. Et donc le CIT, pour nous, il donne les deals au SDR. Le SDR ne va surtout pas commencer à aller sur LinkedIn, sur prendre des tools type comme ce que montrait au début Cyril, faire ses propres scrapping et tout. On ne veut surtout pas ça parce que dans ce SDR, il y a sales. Et si tu commences à faire du scrapping et des trucs comme ça, en fait, pour moi, tu n'es plus un sales. Et je parle bien là
quand une entreprise est un peu mature. Au début, évidemment, on fait tout. Moi, le premier, au début de Aircall, je faisais mes scrappings, etc. Mais il faut savoir vite évoluer parce que c'est en segmentant les équipes, c'est en donnant de la puissance à chacune des équipes dans leur travail qu'elles vont être meilleures. Donc, le CIT, il va chercher les deals, il va chercher les leads, il va trouver les emails, il va trouver les numéros de téléphone. Il va vraiment s'assurer que chaque petit compte que le SDR va attaquer va être le bon compte, va être la bonne personne, avec le bon email, avec le bon numéro de téléphone. Et j'y viendrai un petit peu après comment on fait. Mais voilà, ça c'est très important. Et après, bon, bah le funnel classique que vous connaissez tous, qu'on a présenté, hein, c'est les accounts exécutifs derrière qui prennent le deal. Alors je crois qu'il y avait une question à un moment sur à quel moment le SDR passe à l'account exécutive le deal. Évidemment, c'est une fois que le deal est qualifié, qu'il y a un besoin. Chez nous, c'est un besoin qui est dans les moins de 6 mois. Ça veut dire qu'il faut que la personne au téléphone soit d'accord pour se dire, OK, moi, je vais closer. Enfin, j'ai un besoin, en tout cas, qui est à définir dans les 6 mois. Et dans les 6 mois, je dois changer de solution. Donc, pour nous, c'est changer de solution de téléphonie. On a une demande sur le CIT, si tu peux préciser l'acronyme. Customer Intelligence. Donc, en gros, pourquoi on appelle ça la Customer Intelligence? Parce que c'est eux qui vont vraiment fouiller dans LinkedIn, dans les diverses et variées bases de données, dans notre CRM, pour recycler des leads, etc. Et toujours garder une base de données propre. La grosse erreur que vous allez pouvoir faire, et j'y viendrai un petit peu plus tard dans la présentation, désolé, je suis un peu déstructuré, mais c'est de utiliser que des tools en permanence et en fait à la fin finalement d'avoir tellement de tools, tellement d'emails dans tous les sens que finalement la base est pas très propre. Il y avait une question à un moment qui était assez intéressante, c'était et quelle est la véracité des emails de tous ces outils type Hunter, IO, etc. Pour moi, quand on utilisait ce genre de tools, c'était du 30% de bounce, 25% de bounce. C'est intolérable, c'est inadmissible de faire ça quand on fait du sales. Nous, avec notre structure de CIT et les différentes équipes qu'on peut utiliser autour des CIT, c'est-à-dire autour de la manière de trouver les emails, les numéros de téléphone, on a un bounce rate qui est inférieur à 3%. Et on veut maintenir ça. Alors, l'objectif est de 5%, on vous verra après, mais c'est maintenir un bounce rate très faible. On peut pas se permettre de perdre 25% dans la bataille. Ça, c'est pas possible quand le travail de rechercher la bonne personne a été fait. Donc, je reviens un petit peu au... John, ouais. Je complète un truc que j'avais trouvé super sympa quand on avait parlé la dernière fois. Yes. Le rôle du CIT tel que tu le présentes, c'est un rôle qui est un peu dur, un peu ingrat, et c'est une des parties qui fait du churn chez les SDR. Et toi, vous avez été assez malin parce que finalement, tu as externalisé une bonne partie avec des stagiaires ou des gens qui vont être en CDD sur 6 mois, qui vont être à fond sur 6 mois, qui vont un peu se cramer, on va se le dire. Et autant un CDI, tu as envie qu'il reste le plus longtemps possible. Donc, tu as été assez smart dans cette approche, tu as délégué cette partie-là. C'est exactement ça. Parce que le peur, enfin, les questions étaient assez intéressantes quand je pouvais les lire. Là, malheureusement, je peux plus les lire, mais où on se disait, mais combien de temps un SDR, combien de temps il y a ce truc de temps. Et en fait, il faut sortir de ça. SDR, c'est un job comme un autre. Enfin, il faut que les jeunes diplômés que vous embauchez comprennent que c'est un job qui est ultra valorisant, qui est au début de la chaîne et qui peut changer la trajectoire de l'entreprise. Et donc, c'est en ayant cette approche que en fait, le SDR va rester longtemps. Et donc, en segmentant un petit peu, donc en donnant le travail de recherche, qui est un travail à part entière, encore une fois, dire que le CIT va se cramer au bout de 6 mois, ça dépend comment il va le faire, ça dépend comment il va être managé. Ça peut être très intéressant, ça peut être très valorisant de trouver les bonnes entreprises, de surtout apprendre sur le marché. Et évidemment, c'est des stagiaires, ils sont là pour 6 mois, il y en a qui sont là en full time, mais c'est plus le management, enfin un petit peu le management, appelons ça comme ça, même si c'est plus des leads que des managers. Mais il faut bien garder en tête que quelqu'un qui est bon dans son travail, c'est pas quelqu'un qui va rester 1 an. Moins d'un an, même moins de 18 mois. En fait, il faut s'assurer que les gens restent et aient un travail qui est convenable et qui leur permet évidemment de réussir à évoluer. Donc je reviens un petit peu à la présentation, mais content d'être interrompu, il n'y a pas de souci. Notre sales cycle, nous, il est 33 jours entre le moment où ici le deal passe en SQL, c'est-à-dire il est validé, ça y est. L'account exécutif dit OK, moi je te valide ton deal au SDR, ça, enfin du SDR ou de l'inbound, c'est 33 jours en moyenne. Et donc tout à l'heure Cyril me disait, mais attention, 33 jours, c'est quoi? Inbound, outbound. Donc ça va plutôt être une vingtaine de jours en inbound et plutôt presque 2 mois
en outbound, 2 mois et demi même en outbound. Donc ça va prendre du temps. Malheureusement à ce moment-là. Donc il faut prévoir ça dans son recrutement et dans l'inertie que le sales cycle vont avoir. Et après nous chez nous ça, enfin alors ça c'est particulier Aircall, hein, c'est vous n'êtes pas obligé de copier ce process, mais nous ça va à une équipe après onboarding parce qu'on part encore une fois du principe que un job, une qualité. Et il ne faut pas vouloir multiplier les qualités. Malheureusement, le couteau suisse ne peut exister qu'au début d'une société. Sinon, on tend vers quelque chose qui va pas bien fonctionner et qui va pas être efficient. Donc nous, après, une fois que c'est closé, que la personne a payé, a dit OK, je suis parti pour 1 an avec vous les gars, c'est top. On va mettre mes utilisateurs, on va commencer à utiliser Aircall. Il y a une équipe onboarding qui arrive, qui va s'occuper de traîner les équipes, qui va s'occuper de s'assurer que le réseau est bien plugué, de s'occuper du fait que leur CRM ou leur helpdesk est bien plugué pour pouvoir commencer à recevoir de la charge d'appel, etc., etc. Et ensuite, ça va au success qui va s'occuper, bon, on a parlé précédemment, que le client soit content, que le client évolue avec nous. Et en effet, ils ont une target qui est de 130%, donc la net retention, ce qu'on appelle. Donc c'est-à-dire qu'un client lambda qui commence en année 1, à la fin de l'année 1, il paye 30% plus cher. Voilà ce que veut dire une net retention. Et tout ça netté du churn, de la contraction et de l'expansion. Si on continue un petit peu, donc un petit peu que vous vous rendiez compte de la taille des équipes, donc les CIT aujourd'hui c'est 12 personnes et ça fait 60 SDR outbound chez nous qui toute la journée font, donc c'est à peu près 1 pour 5, un CIT pour 5 SDR. Et donc ça c'est assez important de trouver ces bons ratios. Chez nous en tout cas, c'est un ratio qui fonctionne, c'est un ratio aussi qui est rentable. L'objectif d'un SDR, et j'ai vu tout à l'heure, il y avait une question qui était de dire est-ce que il faut absolument que ça soit rentable? Oui, il faut, parce que si t'es pas capable à petite échelle de montrer que tu as une LTV sur CAC de au moins 3 pour 1 sur de la outbound, en fait, tu as un channel d'acquisition qui est pas rentable et donc c'est pas bon. Que tu sois fundé par des VC ou en bootstrap, en fait, c'est mauvais. Pourquoi? Parce que les VC vont dire alors t'as un mauvais ratio de LTV sur CAC sur ton outbound, donc en fait tu devrais l'abandonner. Et donc si t'es en bootstrap, bah n'en parlons pas. En fait, t'auras rien de cramer du cash et c'est pas rentable. Donc assez important de trouver ces bons ratios. Donc nous c'est un CIT peut nourrir 5 SDR en lead globalement. Et après, nous, on a une trentaine d'accounts exécutives qui donc close, donc 1 pour 2. Tout à l'heure, on a un peu parlé de ce ratio, donc 1 pour 2, ça fonctionne, mais c'est très agressif. Il faut savoir que ça, pour arriver à ça, on rentre dans un système qui est quand même relativement agressif. Ça, il faut avoir des résultats bons, il faut avoir un ARPA assez élevé. Donc chez Aircall, l'ARPA est pas loin de 20 000 $ par an. Donc à peu près 1600 euros par mois de MRR par client pour pouvoir se permettre ça. Sinon, vous vous retrouvez dans une situation où votre LTV reste à un niveau voilà quel est selon votre business, mais un CAC qui explose. Donc c'est assez important d'avoir un prix moyen qui est relativement élevé sur la outbound, de au moins chercher des boîtes qui vont closer à minimum 12K par an, quoi, donc 1000 euros de MRR. C'est vraiment le John, ouais. J'ai 3 questions là. Yes. À partir de combien de personnes ça vaut le coup de spécialiser les métiers? À partir du moment où tu as assez de personnes pour le spécialiser. Donc en fait, si on regarde, en gros, tu as besoin de 1, 2, 3 personnes. Et donc au début, bah, en fait, si tu arrives à avoir ces 3 personnes-là, l'inbound SDR, ça, tu peux le faire venir beaucoup plus tard. Ça veut dire, ça va être plus pour un peu qualifier le tout venant et éviter que les accounts exécutifs passent du temps avec des gens qui ont beaucoup de questions et pas vraiment de projets. Mais donc en gros, tu peux commencer assez tôt en fait, assez tôt, quitte à avoir un CIT qui est complètement sous l'eau parce qu'en fait il a un outbound SDR qui part de zéro, qui a zéro lead, et donc il faut construire tout le funnel enfin tous les process du CIT. Mais en fait assez tôt, dès lors que tu as assez de personnes pour le faire, fais-le. Parce qu'en fait, c'est rentable. En fait, c'est rentable parce que avoir 3 personnes qui font la même chose et qui font tout le funnel, en fait, ils vont être assez moyens dans ce qu'ils font et c'est pas top et ça permet pas de pouvoir scaler rapidement. Sachant qu'au début, bah en fait, il faut créer des process, il faut trouver un peu sa manière de fonctionner, etc., etc. C'était quoi les autres questions?
C'était sur des acronymes, mais entre-temps, ils ont été répondus dans le chat. Ok. Est-ce que, c'est une question un peu plus de réflexion, et est-ce que la rationalisation à l'extrême de l'organisation, en construisant un job par tâche, ça ne permet pas... c'est quoi les limites pour toi? Les limites, c'est le management, je dirais. C'est-à-dire que il faut faire attention à la manière dont on manage ces équipes, parce que l'erreur classique des managers, et quand je dis des managers, je m'inclus dedans parce que j'ai fait cette erreur les 4 premières années d'Aircall, c'est de dire ouais t'inquiète, en fait tu rentres à outbound SDR, je sais que c'est difficile, je sais ci, je sais ça, t'inquiète, tu vas évoluer rapidement. Si t'es bon, tu vas évoluer dans les 6 prochains mois. Mais ça, en fait, c'est la pire erreur à faire. C'est la pire erreur. Parce qu'en fait, tu es déjà en train de dénigrer ton job qui n'a aucun lieu d'être dénigré. Parce que le SDR, l'outbound SDR, un bon outbound SDR, je le dis bien, c'est un roi dans une boîte. C'est un roi parce qu'il est capable de changer la trajectoire de l'entreprise. Et donc, c'est plutôt de cette manière-là qu'il faut vendre ce job. C'est faire, en fait, si tu es bon en outbound SDR, tu seras bon dans tous les autres jobs dans ta carrière. Et en fait, tu réussiras ta carrière si tu es bon en tant que SDR. Et t'es pas bon au bout de 6 mois, malheureusement. Et ouais, tu peux avoir l'impression d'être bon parce que tu as des bons résultats, mais en fait, l'expérience s'acquiert sur les 18-24 prochains mois. Et donc ça, c'est très important de vendre son job comme ça et de dire oui, c'est difficile. Mais est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui un job qui est facile? Mais t'es un junior, tu commences ton job, il faut y aller à fond. Démontre-moi que tu es capable d'industrialiser ce process et de le rendre et de le maîtriser sur le bout des doigts pour que moi je te fasse évoluer. Et peut-être que l'évolution, ça doit pas être account exécutive, parce que ça aussi, malheureusement, toujours tout le monde veut aller account exécutive. Bah, c'est un problème quand on a 60 ici et que 30 ici. Il y a une inertie qui se crée. Et donc, en fait, il y a aussi dire, mais peut-être que tu peux devenir un SDR lead, peut-être que tu peux devenir même un manager à terme, etc., etc., et rester et garder les gens qui ont une sorte de passion en arrivant dans ton entreprise pour la outbound, qui, moi, il y a une passion chez moi. Moi, j'adore ça. Encore, de temps en temps, je m'amuse à donner un coup de main à des SDR qui sont un peu en difficulté au téléphone. C'est vraiment un job qu'il faut prendre à bras le corps et il faut surtout pas se démonter au premier problème. Parce qu'un outbound SDR, oui, doit faire des calls, doit faire de l'email, et oui, il y a des tâches ingrates, mais il faut sortir de ce truc des tâches ingrates parce qu'en fait, on rentre dans un échec. Et le risque surtout de les faire évoluer, c'est ce que je disais tout à l'heure en début de présentation, c'est les trous d'air. Parce que dès lors que tu fais, tout est bon, si tu les passes en account exécutif, en fait, tu te retrouves après avec des mauvais en SDR qui doivent devenir bons. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un peu un système c'est comme une courbe de Gauss, quoi. Une courbe de Gauss où hop, ça monte et hop, ça redescend en permanence. Et il faut éviter ça. Ce que tu veux dire, c'est que du coup, Pardon, vas-y Cyril. Alors, il y a une question que je trouve assez intéressante, et vous faites quelque chose de bien là-dessus, donc je la relais, c'est comment vous gérez la formation? Et je sais que vous avez un bootcamp, que vous avez une pré-formation. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? La Sales Academy, ouais. Oh là là, ma présentation, comme d'habitude, est ratée. Non, mais la Sales Academy, ouais, c'est un truc qu'on a mis en place assez tôt chez Aircall. Enfin, assez tôt, non, j'exagère. On a mis en place il y a à peu près 2 ans chez Aircall, qui est animé en fait par une personne en charge de la Aircall Academy. Donc ça, honnêtement, vous le faites pas avant que vous ayez au moins, disons, en place 30 SDR, ou allez, entre 20 et 30 SDR, et que vous n'avez pas un rythme de recrutement de, disons, 5 à 6 SDR par trimestre. En dessous de ça, laissez tomber, ne le faites pas. Mais quand vous commencez à avoir ce rythme, c'est important d'avoir un process d'onboarding de CSDR. Un process qui est ultra, pour le coup, c'est militaire. Hein. Chez nous, c'est tes 2 premières semaines, 90% de ton temps, t'es en cours. T'es en cours avec un spécialiste qui anime les différentes sessions et différentes personnes, différents intervenants des équipes d'Aircall, donc des équipes du success, de l'account exécutif, du SDR outbound, des CIT, etc., qui vont expliquer le métier, qui vont expliquer les bonnes pratiques, qui vont expliquer en fait toutes les choses qui vont faire de ton futur job un succès. Donc la Sales Academy, la Aircall Academy, en fait, est devenue à terme, toutes les équipes peuvent y passer. Et juste, il y a des formations différentes en fonction de ton job, mais il y a un tronc commun qui est de dire, en fait, quand tu rentres dans une entreprise, surtout dans une boîte qui fait du SaaS, tout le monde est un peu sales. Tout le monde doit avoir cette niaque et cette envie du sales.
Ce que je veux dire, c'est que du coup, tu as mis en place toute une culture sales avant même de chercher de la compétence. Ouais, c'est très important. C'est très important parce que oui, votre produit, notre produit, tous les produits, malheureusement, c'est pas les meilleurs au début. Faut se défendre. Euh, il faut admettre que la roadmap, elle avance pas aussi vite qu'on aimerait qu'elle avance. Et donc, il faut avoir autre chose à vendre. Il faut avoir une culture, faut avoir une structure euh, et faire accepter finalement des compromis à des potentiels clients de dire mais oui monsieur, en effet, j'ai pas encore cette fonctionnalité, mais actuellement vous l'avez pas cette fonctionnalité. Peut-être que vous pouvez faire un compromis, etc., etc. Donc apprendre à vendre dans une situation extrême. Et la situation extrême, qu'est-ce que c'est? C'est une situation où on a un produit qui est jeune, parce qu'un produit qui a 4 ans, 5 ans, 2 ans, 1 an, en fait c'est jeune, et on se retrouve face à des boîtes qui ont des produits depuis 10 ans, 20 ans dans quel que soit le secteur dans le SaaS. Et donc il faut apprendre à le vendre et donc à se défendre. Et donc c'est important d'avoir cette culture dans la société pour pas se décourager au début, surtout au début. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tes SDR, tu vas les recruter sur un salaire, sur des valeurs, sur c'est quoi le profil idéal pour toi? Alors, pour moi, je vais vous dire, le profil idéal, c'est vraiment des valeurs et une culture. Le reste, en fait, c'est que du process. Et, et, et je crois pas dans le fait qu'il y a des gars qui sont nés bons sales. Au contraire, même, je dirais. Le gars qui dit, je suis né bon sales, là, le marchand de tapis, je le veux surtout pas. Je le veux surtout pas parce qu'en fait, il va faire comme lui le sent. Et j'en ai eu. J'ai été bluffé par certains au début d'Aircall où le gars qui est né sales, quoi. Le gars, il te dit en entretien, moi, je suis né sales. Je suis un vendeur. J'adore vendre. Je meurs pour la vente. Mais ça, en fait, malheureusement, ces profils-là sont très difficiles à faire évoluer et très difficiles à maintenir dans un job parce qu'en fait, ils pensent tout savoir et donc, en fait, ils vont le faire à leur sauce, quoi. On va leur dire, bon, tu fais un call, puis après un email, un call, il va faire 5 emails et un call, quoi. Et donc, en fait, il suit pas le process et donc, il se casse la figure. Donc, attention à ça. Et donc vraiment, ouais, c'est plutôt sur est-ce que cette personne est ambitieux, a vraiment envie d'y arriver et il va se donner les moyens, même si c'est quelqu'un de timide. Moi, certains de mes meilleurs SDR, c'est des gens en entretien, tu les vois, ils sont plutôt timides, plutôt réservés. Mais en fait, ils ont quelque chose en eux, ils ont un drive et une rigueur qui est probablement le critère le plus important dans SDR, c'est être rigoureux et pas se poser trop de questions. Et du coup, tu penses quoi des SDR qui n'auraient pas de variable, type Alan, Pour moi, en culture sales, j'entends, pardon. alors, pour moi, il y a du bon et du moins bon, je dirais. Ça veut dire que dans un monde idéal, c'est vrai qu'un SDR, pas besoin de variable. Parce que tu lui dis, écoute, voilà, t'as un super salaire, mais si t'es pas bon, tu vas te faire sortir, quoi. Alors le problème, c'est qu'on est en France et donc je vois pas comment tu te retrouves avec des SDR qui sont potentiellement pas bons, que tu peut potentiellement pas sortir. Donc c'est un peu compliqué. Alors dans mon bureau de New York, ça serait un peu différent. On va dire que les US sont un peu plus flexibles là-dessus. Mais je trouve que le variable est très important pour que le SDR quand même se dise si j'ai pas mon variable, en fait, j'ai un salaire qui est trop faible pour subvenir à mes besoins et donc je ne dois pas rester. Il vaut mieux que je parte. Donc c'est vrai que le process d'Alan, je pense qu'il est, je le maîtrise, je le connais pas, je le maîtrise pas. Donc là, tu me Ok, excuse-moi, c'était pas le but. Mais en tout cas, je ne le recommanderais pas, moi, hein, vraiment, vraiment pas. Ok, on a deux questions. Vas-y. Ok, vas-y. Vas-y, Alexandre. Je voulais dire que j'étais assez d'accord avec Jonathan là-dessus. Pour moi, ça reste quand même des profils sales et j'ai du mal à voir comment ça fonctionnerait sans variable. Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Du coup, aujourd'hui, vous allez mettre combien de pourcents de variable versus fixe pour ces profils? Donc nous, le variable des SDR, donc c'est en train un petit peu changer, mais globalement, il est recruté à 30K. Il est recruté à 30K et il va avoir un variable qui va être compris entre 15 et 20 000 vraiment quand il fonctionne assez bien, quoi. Alors c'est non capé chez nous, donc j'aime pas donner un chiffre parce qu'il y a pas de cap, c'est pas capé, mais en gros à résultat à 100% globalement t'es à entre 10 et 15K, quoi. Donc tu arrives à 45 assez aisément pour un bon SDR qui a en général peu d'expérience professionnelle. Chez vous, Assess First, Alexandre, c'est un truc que tu peux partager?
Ouais, on a à peu près à ce niveau-là, on est un petit peu en dessous. Nous, on est le plus 43 à objectif atteint. Et après, il y a des accélérateurs pour les personnes qui dépassent les objectifs. Oula, on a un bébé qui s'est réveillé. J'ai un petit bébé avec moi, j'ai récupéré le bébé. Ok. Et une autre question, après je te laisse avancer, John, c'est sur le ratio entre SDR lead ou manager et SDR junior. Ouais, très bien. Alors, donc nous, il y a quatre différents. Alors, je vais répondre à la question en deux fois. Donc, nous, il y a quatre types de niveau des SDR. Donc, il y a le SDR junior, donc niveau 1. Après, tu as le niveau 2. Après, tu as le niveau 3, tu passes senior et niveau 4. Et donc, ça, c'est en fonction. Donc, nous, je disais tout à l'heure, notre objectif d'un SDR, c'est de ramener 10 démos qualifiées par mois. OK? Et donc, pour passer chaque étape, en fait, il faut passer un nombre de démos Donc, par exemple, quand tu as atteint les 60 démos, tu passes niveau 2. Quand tu as atteint les 200 démos, tu as niveau 3. Tu dépasses les 250 démos dans ton existence chez Aircall, tape niveau 4, etc., etc. Donc, avec des salaires qui varient, co. Et ensuite, pour le management, moi, je recommande un manager, donc un SDR manager, pour maximum 10 SDR. Voilà. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir du middle management un petit peu, mais éviter les équipes où il y a 20 SDR et un manager, parce que pour le coup, ça sera un management assez moyen, quoi. Ça répond à la question, j'espère? Ouais, merci beaucoup. Ok, je vais vous montrer du coup un peu la structure, que vous vous rendiez compte à quoi ça ressemble chez Aircall. Donc Aircall Paris, New York, deux bureaux. Donc les États-Unis qui ont la même structure qu'en Europe, et en Europe, voilà l'organisation. Alors sachant qu'on a aussi un bureau qui est en train d'ouvrir en Australie, parce que c'est vrai qu'on fait 85% de notre chiffre d'affaires à l'étranger. Donc APAC représente à peu près 8% de notre chiffre d'affaires à date. Donc c'était important d'avoir une structure un peu particulière aux US, en Australie, c'est un peu différent. Mais si vous regardez, globalement, c'est un director qui est vraiment le boss des sales sur sa région. Donc chez nous, c'est Southern Europe, qui comprend, on va dire, 2 pays principaux et 4 pays secondaires, avec un Head of AI, donc Head of Account Executive. Oups là, pardon, j'ai eu un petit problème là, donc qui gère évidemment des AI, donc on va regarder plutôt ici, et un Head of SDR qui va gérer directement les SDR. Il peut y avoir du middle management ici dans SDR, mais j'ai pas voulu rajouter trop de cases pour rendre la chose compliquée. Donc c'est assez. Après, le directeur ici, il fait ses choix, même si au-dessus il y a un boss, une sorte de CEO/CRO qui coordonne tout ça, mais eux font leur choix. Eux font leur choix, au même titre que lui, il fait un peu ses choix, lui, il fait ses choix. Mais il y a un process qui est commun à tout ce monde-là. Et on a pu voir que, par exemple, les États-Unis essayaient d'avoir des process un poil différents et d'innover à leur manière. Et on voyait très bien que les résultats étaient différents et moins bons globalement, parce que par exemple, ils ont manqué pendant des années des CIT, les US, le bureau américain, et ils ont une quinzaine de SDR quand même aux US. Et les résultats étaient juste flagrants. La différence était vraiment flagrante entre les SDR américains et les SDR européens au niveau du succès. Et il n'y a pas d'histoire de marché, parce que en fait, c'est juste une histoire de process, vu que les États-Unis, en fait, notre marché est infini, et en Europe, on pourrait se dire, bah, c'est plus difficile, en fait. Donc, non, il n'y a pas vraiment d'excuses. Et donc, finalement, c'est là où très important d'avoir ce socle commun, qui sont les CIT, qui sont des sortes de, finalement, j'entendais tout à l'heure, mais une sorte de gros hackers, hein, qui sont plein de gros hackers, avec un boss qui structure le gros hacking, si vous voulez, mais qui en fait fournit de la liste vraiment qualifiée au SDR pour qu'ils puissent travailler, et que, comme on le disait aussi, leur travail soit moins pénible, parce que passer du coq à l'âne, c'est un peu embêtant de faire d'un côté du LinkedIn, de je cherche qui est la bonne personne dans telle entreprise à contacter, c'est un peu problématique, quoi. Et donc les focus sur ce pourquoi vous les avez embauchés, en l'occurrence la vente. On va regarder un petit peu quel KPI, comment chaque personne est incentivée, et puis un peu quels sont leurs targets. Donc si on regarde les CIT, donc eux, leur objectif, c'est 150 nouveaux comptes par personne par semaine. Donc quand je dis 150 nouveaux comptes, c'est 150 entreprises, en fait. Et donc dans une entreprise, on demande au CIT un minimum de 3 personnes différentes dans l'entreprise. Et donc ça peut aller de 3 à 5, à 6, à 10.
selon le type d'entreprise, la taille de l'entreprise et finalement les différents postes qu'on essaye de taper. Donc c'est très important ça que on ne tape pas une personne dans une entreprise, on en tape plusieurs et on s'assure une chose qui est ultra importante, c'est du type de contact qu'on cherche. Donc on veut l'email, ça c'est évidemment indispensable, mais le téléphone, ne sous-estimez pas l'impact d'un appel, d'un cold call. Et j'aime pas dire le mot cold call parce que c'est pas un cold call s'il y a eu un email avant. Et tout dépend comment votre SDR va le tourner. Mais c'est extrêmement important que le CIT ait ces informations. Alors donc nous on utilise différents outils. On a même une équipe qui est complètement externalisée à Aircall, qui est au Bangladesh, qui s'occupe de nous trouver les bons emails. Parce que tous les outils type Hunter, etc., moi, je vais malheureusement pas pouvoir les recommander parce que, comme je vous disais, c'est un bounce rate qui est au-delà de 20%, 25%. Nous, on est capable d'avoir du moins de 5%. On arrive même sur certaines campagnes à avoir moins de 3%. Pourquoi? Parce qu'il y a juste une intervention humaine, en fait, qui vérifie, qui ont construit, eux, des outils spécifiques pour ça et ça coûte pas cher. Nous, notre équipe au Bangladesh externalisée nous coûte par mois moins de 700 €. Donc 700 € pour qu'une équipe de 100 sales fonctionne, je suis pas sûr que ça soit hyper cher, mais ces gens-là nous garantissent en fait que nos bounce rates soient inférieurs à 5%. Et c'est l'objectif du CIT et donc de la qualité de son travail et juger ainsi à s'assurer qu'il n'y a pas de bounce rate. Et pareil pour les numéros de téléphone, où là on va utiliser quelque chose comme Lusha. Alors je sais pas à quel point c'est légal, mais qui est capable de vous trouver le numéro de téléphone d'à peu près n'importe qui grâce à LinkedIn. Et donc comment finalement on juge leur travail, c'est les SDR qui vont valider en fait les comptes, la qualité des comptes. Évidemment, le SDR quand il reçoit ses 150 comptes, il regarde l'entreprise, il essaie de comprendre est-ce que cette entreprise a un business qui va avec un business de phone intensive calling, emailing, du service client, de la outbound, peu importe, mais en tout cas de valider ça au niveau du compte et ensuite aussi de valider un petit peu les contacts qu'on lui a fournis, parce que nous chez Aircall par exemple on va plutôt aller chasser soit un COO, soit un Head of Sales, soit un Head of Customer Support ou un Head of IT, ça va être on va dire nos personas un petit peu idéaux. Si on nous ramène j'en sais rien, un responsable marketing, à première vue ça ne va pas du tout et donc le CIT ne fait pas le travail qu'on lui a demandé. T'as plusieurs personnes qui demandent le nom de cette équipe au Bangladesh, qui intéresse beaucoup de monde. Alors ça, je peux pas vous donner le nom de l'équipe parce qu'en fait ça a été, enfin c'est une petite histoire que j'aime bien raconter. En fait, c'était au début d'Aircall où moi je faisais un peu mon mon travail tout seul et je me démerdais comme je pouvais pour avoir les leads. J'en pouvais plus d'avoir du bounce, etc. Et je me suis connecté à Upwork, je crois que c'était, et j'ai cherché un freelance et je suis tombé sur ce jeune homme qui, à travers nous, et a créé une entreprise, c'est-à-dire qu'il le faisait tout seul, il nous permettait de pas avoir de bounce rate et aujourd'hui, je crois que c'est une équipe presque de 20 personnes, la boîte, qui ne fait que ça. Qui bosse à 50% pour Aircall et à 50% pour le reste d'Aircall. Alors j'ai pas le nom de la société en tête, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas parlé avec lui. Je pourrais le partager si vous voulez et s'il peut vous donner un coup de main. Mais la société a été créée dans le sillage d'Aircall, donc c'est marrant. Et c'est pas vraiment une société avec un site comme on peut l'imaginer ou quelque chose de miraculeux. Hein. C'est une petite PME du Bangladesh qui à la force du poignet finalement arrive à fournir des datas propres Donc ouais, je pourrais les partager après, mais je l'ai pas en tête. C'est vrai que c'est un peu loin de moi maintenant et ça fait au moins 3 ans que j'ai pas parlé avec lui en direct, donc la personne avec qui je bossais. Et lui, il a créé sa société qu'il y a 2 ans, donc c'est vrai que j'ai pas tout suivi, mais avec plaisir pour le partager plus tard en tout cas. Si je continue, donc les SDR, nos fameux SDR, une chose ultra importante. Moi, je juge un SDR à sa capacité à faire des calls. S'il n'est pas capable de faire des calls, il n'est pas du tout au bon endroit. Le SDR qui se cache derrière les emails, et je dirais, en fait, je suis peut-être un petit peu extrême, mais je dirais en fait, quel que soit le poste dans lequel tu es, dans le service business, le service commercial, c'est-à-dire que tu sois account executive, SDR, même support, onboarding, account management, si t'es pas capable de faire des calls, en fait,
t'es pas vraiment à la bonne place. Il faut être capable de décrocher son téléphone. C'est indispensable dans la réussite de quel que soit le métier. Quand je dis quel que soit le métier, c'est là les différents métiers là qu'on a ici. Tous ces métiers-là, il faut être capable de décrocher le téléphone. Si on a peur d'appeler le client, c'est pas possible, ça va pas le faire. Et donc chez nous, c'est 50 appels minimum par jour. Alors ça peut se faire, ça peut pas spécialement se faire tous les jours les 50 appels, mais l'objectif c'est qu'en tout cas 250 appels ont été faits à la fin de la semaine. Donc si quelqu'un veut faire sur 2 jours ces 250 appels, ça me gêne pas en soi, ça ne me gêne pas. Et je crois que les SDR managers structurent un petit peu les journées des SDR justement pour éviter qu'on décide un peu quand on veut qu'on fasse nos appels. Donc, nous utilisons des outils qui nous disent voilà, maintenant c'est ton heure pour commencer à faire tes calls. Et donc ça c'est assez pratique, ça structure un petit peu la journée d'un SDR pour éviter qu'ils se disent bon tiens, si je faisais un petit call par-ci, un petit call par-là, ça marche pas. Il faut rentrer dans la cadence des appels. C'est très important, c'est se dire ok, là je m'assois 2 heures, 3 heures et je fais que ça et des appels en utilisant un outil adapté qui est idéalement connecté à votre CRM. Désolé, je fais un peu de pub, mais il faut que ça soit connecté, il faut que votre manager il puisse traquer les appels, il faut que votre manager puisse écouter les appels en live pour vous coacher, pour vous dire attention, t'as la mauvaise manière de vendre. Parce que finalement, le rôle du SDR s'arrête pas à réussir à avoir la personne au téléphone. C'est réussir à convaincre la personne au téléphone. Et après, je dirais même plus loin, quand on descend un petit peu dans le funnel du SDR, c'est créer une opportunité. Donc, quand on fait un discovery call, donc on a cet appel, on a la personne au téléphone, on lui dit, OK, on se planifie un call. Donc, on appelle ça un discovery call. Après, en discovery, tout peut rater encore. Donc, c'est important, en fait, que le baptême du feu, les appels un peu cold ou tièdes, comme on peut les appeler, soit fait par le manager à ce moment-là et se dire, attention, oula, il a la mauvaise manière de parler. Parce que si tu le rates ici, au moment de la création de l'opportunité, bah là, c'est la catastrophe parce que tu as fait 90% du travail et en fait, tu vas pas réussir à aller au-delà juste parce qu'en fait, ta manière de parler au téléphone n'est pas bonne. Tu utilises les mauvais mots, tu utilises la mauvaise approche, tu es trop pushy, etc., etc. Il faut pas être pushy. Un bon sales, c'est ça encore, je le répète, un bon sales écoute 70 à 80% de son temps. Et beaucoup de mauvais sales, malheureusement, croient que un bon sales, c'est quelqu'un qui débite des paroles. Ça, c'est faux. Et donc, finalement, 50 appels par jour, ça, c'est très important. Suivre, avoir un outil de monitoring qui suit ça, sur lequel vous pouvez réécouter les appels, vous pouvez écouter en live pour coacher, même donner des tips en live. Bon, ça peut être dangereux, ça fait un peu peur parfois au SDR, mais c'est important. 30 nouveaux clients à contacter par semaine. Donc, quand je dis nouveaux clients, c'est une nouvelle entreprise. Ça, c'est important qu'il y en ait au moins 30 qui ont été contactés. Donc, si vous faites le calcul rapidement, ça fait 90 à 120 différentes personnes à contacter individuellement. Et donc, idéalement, avoir une intégration CRM et téléphonie pour que toutes vos datas soient consolidées au même endroit. Et évidemment, l'objectif high level du SDR, c'est 10 opportunités qualifiées par mois. Et donc ça va être validé par les account exécutives et les managers qui vont passer derrière pour s'assurer qu'en fait, le deal qui est en train d'être donné à l'account exécutive, c'est un deal qui a en tout cas sur le papier un potentiel de closer dans les 6 mois. Ça, c'est très important pour éviter que les accounts exécutifs en fait fassent une sorte de job de SDR qui est de parler, de essayer de convaincre, etc. Non, ils doivent venir pour une démo l'account exécutif. Et donc, pour répondre à la question de quelqu'un eu au début, c'est au moment de la démo où la personne est prête à partager son écran et je vous montre comment fonctionne mon outil, que fait mon outil et comment on va implémenter ça chez vous et quels sont les next steps. John, c'est un chiffre qui paraît énorme pour moi, pour les viewers aussi. Est-ce que c'est des appels qui sont par personne ou par équipe? Est-ce que tous les appels doivent aboutir ou est-ce que les non répondus comptent? Non, c'est 50. C'est 50 numéros différents appelés, quoi. Par personne. Ouais, c'est par personne, 50 numéros différents. Donc j'appelle, je tombe sur une messagerie, ça fait 1. Je réappelle, Ok. ça sonne occupé, ça fait 2. Mais en fait, l'important est de les faire. Et de les faire parce qu'en fait, ça vous crée une sorte de vous réchauffez un petit peu le deal, quoi. Parce que mine de rien, l'impact de laisser un message vocal est énorme. Parce qu'un message vocal, en fait, on l'écoute. Même si c'est has-been, on l'écoute son message vocal parce qu'on ne sait pas qui c'est. Et même ne serait-ce que utiliser le fait que je vous ai appelé pour mon 2e email ou mon 3e email, ça a une valeur. Dire j'ai essayé de vous appeler, ne serait-ce que ça, c'est en fait on partage quelque chose. Moi j'ai essayé de vous appeler, monsieur.
Je suis tombé sur votre message, je suis tombé sur votre assistante, je suis tombé sur la standardiste, mais j'ai fait quelque chose. Et je veux dire, tomber sur une standardiste n'est pas un échec. Au contraire, je dirais que c'est une réussite. C'est OK, j'ai une standardiste, maintenant, je déroule mon pitch. La standardiste, madame, quel est votre nom? Oui, juste que je m'assure avec qui je suis en train de parler. Et prendre un maximum d'informations. Prendre un maximum d'informations à quelle que soit la personne que vous ayez au téléphone. Parce que après ça, vous allez le réutiliser dans vos campagnes d'email. Et j'insiste, nous, les campagnes d'email ne sont pas des campagnes automatisées qui partent dans tous les sens. Il y a un process automatisé, mais il y a une validation manuelle qui est faite pour chaque email qui part pour s'assurer qu'en fait, on personnalise. Parce que la personnalisation de la campagne, de l'email, est la clé du succès. Les emails qui partent par 1000 et qui partent automatiquement mail 2, mail 3, mail 4, malheureusement, à un certain niveau, ça ne fonctionne pas. Et moi, j'ai vu l'impact, la différence, elle est, mais on parle de 2 à 3. Donc, il faut vraiment personnaliser. Et on personnalise par faisant des appels, et 2, évidemment, faisant des emails qui sont personnalisés, quoi. Yes. Quel taux de transformation tu saurais me dire sur ces appels? Ouais, alors, sur les appels ou au global? Sur les appels. Alors, sur les appels, les taux de transformation, enfin, ça dépend de quel type de taux de transformation on parle, mais globalement, parce qu'en fait, ça peut être le taux de transformation de combien de personnes j'arrive à avoir au téléphone, et il y a aussi combien de personnes à la fin vont booker une démo via un call, mais ça va être de l'ordre de, on va réussir à booker une démo un petit peu sur un email, ça va être à peu près. Enfin, j'aime pas le regarder comme ça parce qu'en fait, un call, c'est pas une tâche à part entière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous me demandiez quel est ton taux de réponse sur un email donné. On s'en fout d'un email donné. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est au global sur une personne combien je vais closer ou avoir en démo. Et moi, c'est plutôt ce genre de métriques que je préfère regarder. C'est des métriques high level que de dire, OK, sur un appel, quelle est ma chance de réussir à convertir un prospect dans un discovery call. Parce que le risque, c'est de dire, mais en fait, ça dépend. Est-ce que c'est le premier appel, le deuxième appel, le troisième appel qu'on fait, le quatrième? Il y a un petit peu de différence. Mais en gros, les trucs high level à se souvenir, et je veux dire, on vend pas un produit facile, quoi, Aircall. On vend de la téléphonie, c'est has-been. Les gens, ils essayent de fuir ça autant que possible, ou alors ils sont installés avec pendant des années, les outils de téléphonie traditionnels sont horribles. Les gens n'aiment pas ça, donc c'est pas facile à vendre, surtout au téléphone. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est un taux d'ouverture de 80% des emails, un taux de clic d'environ 50%. Okay, un taux de réponse de 20% qui soit négatif ou positif, et un taux de démo, c'est-à-dire sur une personne qu'on contacte, dans 6% du temps, on va réussir à avoir une démo. Donc sur 100, finalement, sur 100 personnes, 100 individus contactés, il y aura 6 démos et il y aura 2 personnes de closées. Voilà les trucs high level chez nous. Ce qui est élevé et pas élevé, ça dépend comment on le voit. Mais ça, encore une fois, c'est sur une cohorte de 6 mois. Si j'allonge la cohorte à 1 an, c'est presque le double. Donc, il faut juste, dans les sales et dans les SDR, c'est énormément de structure et de capacité un petit peu à exécuter une tâche et de la suivre et d'aller jusqu'au bout de la tâche pour garder des résultats qui concordent d'un mois sur l'autre, d'une année sur l'autre. Ok. Et en gros, nous, c'est la chasse du SDR, elle dure 3 mois, je crois que j'ai vu la question à un moment. Donc c'est pendant ces 3 mois, il y a 14 touches. C'est un mélange entre email, call et social, comme je disais. Et à partir du 4e mois, donc à la fin du 4e mois plutôt, donc à partir du 5e mois si vous voulez, sans aucune réponse, j'insiste. Donc c'est-à-dire sans que la personne nous ait dit soit sortez-moi de vos emails ou soit on est dans une discussion. Il y a le marketing qui rentre en jeu avec plutôt des choses assez très soft, genre je t'invite à des webinars, je t'invite sur les salons auxquels on va, on propose des invitations, on invite à des événements qu'on organise ou qu'on co-organise avec nos partenaires CRM, helpdesk, etc. Des choses comme ça. Est-ce que tu pourrais me donner le panier moyen d'un account exécutif, si c'est pas indiscret? Donc l'ARPA, c'est ça? Enfin le deal moyen qu'un account exécutif close? Oui, je pense. C'est à peu près 20 000 par an. Ok.
Et ça va Deuxième question. dépendre entre inbound et outbound. Mais... Ok. Deuxième question sur enfin plutôt management. Est-ce que tu fais un point tous les mois pour les résultats de campagne que tu as lancé 6 mois auparavant? Alors, non, les résultats de campagne, les campagnes durent 3 mois, comme je disais. Donc, c'est pendant 3 mois très intensifs. Voilà. Et à la fin des 3 mois, en effet, enfin, de toute façon, les SDR voient leur manager une fois par semaine et il y a un follow-up à la semaine qui est de dire, OK, alors tes calls, comment ils se sont passés. Il y a des meetings aussi globaux entre les SDR avec les managers qui vont prendre au hasard un appel par personne. Et et toutes les équipes vont les écouter ensemble. Alors les équipes du même pays évidemment, mais vont les écouter ensemble. Alors je peux vous dire que c'est d'une violence sans nom au début. Ça veut dire que on tombe sur des calls où waouh, le SDR il a chaud quoi. Il a chaud. Il voit bien qu'il raconte n'importe quoi. Mais en revanche le le côté social et j'apprends est incroyable. Ce qu'il faut, c'est juste bien le faire pour pas que ça soit là. On n'est pas là pour critiquer, on est là pour apprendre. Mais faire une fois par mois un rassemblement, on a pris des calls de chaque SDR au hasard et on va l'écouter en entier. C'est des calls de plus d'une minute en général, on cherche au moins 3-4 minutes, histoire qu'il y ait de la conversation, et de voir un peu ce qui se dit pendant ces appels. Et donc que tout le monde dise ah ouais, waouh, t'as dit ça, oh là là. Et puis l'autre, il y en a qui vont réagir, qui vont dire ah ouais, moi c'est vrai que je dis ça aussi. C'est vrai que ça sonne bizarrement. Et ça va leur apprendre beaucoup. Et ça va un petit peu, rendre le call plus sympathique et plus drôle de se dire oh là là, les erreurs que j'ai faites. Et la prochaine fois on les refera pas. Et ça nous apprend beaucoup. Et je retiendrai toujours ce que m'a dit un de mes premiers commerciaux à qui j'avais fait ça, il m'a dit au moment où on s'est assis dans la salle et tu as commencé à mettre mon call, où je suis devenu tout rouge, je savais plus où me mettre, je te détestais. Et finalement, à la fin de cette session, je m'étais rendu compte que en fait, ce call m'avait apporté plus que tout ce que j'avais pu lire, entendre avant Aircall, ou même pendant Aircall ou à ma vie chez Aircall. Juste. Et ça veut dire que tu as un cadre de sécurité et de confiance au moment, enfin que tu as instauré au moment où tu fais ça en fait. Bah, en fait, tu instaures le fait que ouais, on est là pour t'aider, pour apprendre. Et réécouter un de tes appels, c'est pour t'aider, quoi. C'est pas pour te critiquer. On n'est pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien. On est là pour dire ok, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on apprend de cet appel? Et par exemple, moi, je suis sûr que si je réécoute là ce que je raconte depuis tout à l'heure, je jugerais très vachement mieux ma prestation que là à chaud où je suis en train de parler et en même temps je réfléchis. Donc c'est vachement important. Et les SDR, en fait, la première fois c'est toujours la douche froide, c'est-à-dire que le gars qui se le prend en pleine face, c'est l'enfer. Mais après, il se sent beaucoup plus fort. Et il revient sur le floor avec une niaque qu'il n'a jamais eu parce qu'il se dit ok, en fait c'est bon. J'ai compris le truc, quoi. Et en fait, après, ça devient un jeu. Et il faut que les appels deviennent un jeu. C'est très important. Les appels, c'est une boîte qui est bonne dans les sales. C'est une boîte qui est capable de faire du call en permanence. Et pas que en sales, quoi. En account management, c'est pareil. En support, même, je dirais que c'est pareil. Un service support qui se cache derrière son chat, c'est bon, quoi. Il faut savoir faire des calls, quoi. Et donc, je prône un peu voilà la chose à l'extrême, mais c'est important de ne pas oublier qu'il y a des humains en face et que on parle avec des gens et ces personnes aiment avoir un interlocuteur humain et une voix en face. Et du coup, ouais. Tu as un message t'as un message qui indique que vous allez enregistrer l'appel? Alors, question technique. pour le SDR, oui, le SDR, il sait. Lors d'un appel entrant, il est prévenu. Donc, s'il y a un appel entrant, la personne qui appelle, il entend un message qui dit pour des, je pense que vous avez déjà tous appelé un call center, pour des raisons de training ou de. Ok, très clair. Voilà. Mais sur le sortant, c'est un peu différent parce que la personne qu'on appelle en sortant, on a le droit, on n'a pas le droit. C'est un peu, on va dire il y a un peu une zone grise, mais nous on l'utilise uniquement pour du training, donc et un appel tombé sur la messagerie vocale de quelqu'un, ça n'a pas vraiment beaucoup de valeur, quoi. Mais en tout cas, le SDR lui est au courant, au même titre qu'il est au courant si quelqu'un l'écoute. Ce qui peut être assez. Alors, il peut être au courant ou pas, ça va être un choix, mais il est au courant si son manager est en train de l'écouter pour lui donner 2-3 tips ou lui dire écoute, attention, t'es en train de dire ça, va plutôt amène plutôt le client dans ce genre-là. Mais c'est très important d'avoir des managers qui sont proches de leurs équipes et qui sont capables d'écouter les appels, de coacher en live, etc., etc.
J'avance un peu. Les accounts exécutifs, donc nous, les choses high level qu'on regarde, c'est vraiment le win rate, donc 34% de win rate chez nous. Donc le moment où un account exécutif déclenche une démo, donc déclenche une opportunité, dans 34% du temps, on va le gagner. Et ça, c'est très important. Un bon account exécutif, ne le jugez pas que au MRR. Parce que si vous le jugez que au MRR, vous allez vous retrouver dans une mauvaise phase qui est de dire, en fait, s'il ramène du business, c'est qu'il est bon. Attention, il peut y avoir des histoires de pays, des histoires d'industrie, des histoires de trucs, et en fait, tu peux te retrouver avec des AI qui performent super bien, mais juste parce qu'ils sont au bon endroit, au bon moment, et ils ont les bons deals qui leur arrivent dans les pattes. Donc le win rate est très important de traquer ça, et de le regarder en cohorte, évidemment, et être capable de dire, attends, mais je comprends pas, tu closes 20% alors que la plupart des gens closent 30%. Comment on explique ça? Et ça va vous aider, vous, à les faire grandir et à améliorer finalement cette métrique qui est très très importante à suivre. Et donc ça, bon, bah, vous le faites avec votre CRM en faisant des analyses de funnels et de cohortes. Ensuite, nous, on impose aux EI que au moins 50% de leurs deals soient payés annuellement. Donc upfront, c'est-à-dire on paye tout de suite, boum, parce que c'est important, parce que dans votre business à vous, c'est important que vous créiez du cash flow. Et c'est pas que pour le cash flow, il y a aussi une histoire d'engagement, de dire en fait, ça va dépendre de votre produit évidemment, mais à première vue, quand on prend un système de téléphonie, hein, donc c'est notre cas chez nous, on le prend pas pour 6 mois, on le prend pour 1 an, et puis bah payer sa facture d'avance, ok, ça se fait quoi, ça se fait beaucoup. Donc on le pousse énormément, et encore une fois, ça va déterminer un peu la qualité de votre account exécutif, parce qu'un account exécutif qui close tout en mensuel et vas-y que je te les close à la va-vite et les mecs ont rien compris à ce qui se passe et derrière il y a du churn, ah bah ça fait mal. Donc c'est important qu'il y ait des micro KPIs comme ça qui rentrent un peu dans leur closing. Et évidemment après high level, nous c'est 6 000 de MRR par mois, donc ça fait 72 000 € par mois de new business closé, et donc environ 840 000 à l'année, donc pas loin d'1 million rapporte un AI. Maintenant il y a une chose qui est aussi assez importante à traquer, c'est un petit peu le time to close d'un AI. Donc est-ce qu'il close en 2 mois, 1 mois, 3 semaines? C'est important aussi de les regarder, et ça vous pouvez assez aisément le regarder dans votre CRM. Mais donc ça, c'est les métriques vraiment high level pour chacun des postes et de la manière dont on les regarde nous, pour nous assurer un petit peu de l'efficacité de chacun de nos commerciaux. Et voilà pour moi. Est-ce qu'il y avait encore d'autres questions? Moi, j'avais une question du coup pour Cyril. On t'a pas mal dans le chat, il y a eu beaucoup de choses sur la formation des SDR. Est-ce que tu voudrais revenir là-dessus? Effectivement, je trouvais que ça a été super intéressant d'avoir le retour de John sur ce qu'ils font sur Aircall. Et alors, bien entendu, c'est pas du tout évident. Quand on a 100 sales, forcément, c'est facile. Je suis un peu ma pub, je suis pas forcément à l'aise. Mais en gros, c'est ce qu'on a fait sur Rocket School, c'est-à-dire qu'on utilise Assess First pour recruter des gens sur leur personnalité. Donc des gens qui a priori aiment bien aller vers les autres, sont plutôt performants, persévérants. Donc on a d'ailleurs quelques sportifs, pas mal de sportifs. Et ensuite on les forme pendant 3 mois à ces outils, mais beaucoup au mindset du SDR, d'aller chercher, de se dépasser, d'être persévérant. Et pour des boîtes qui sont un peu plus petites, notamment avec Assess First, je sais que sur leur équipe de SDR, ils en ont un tiers qu'ils ont sourcé via Rocket School. Donc c'est la grosse difficulté qu'on a sur le secteur, c'est que les écoles de commerce ne forment pas des vendeurs, ne forment pas des commerciaux. Et c'est extrêmement difficile pour des petites structures de prendre le temps de former ces teams SDR, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, hein, Cyril, là-dessus. Il faut les former, et donc idéalement, si vous pouvez les prendre sortis tout droit d'une école spécialisée, vous aurez vraiment un gros gain. Et c'est vrai que malheureusement, nos écoles de commerce, malheureusement, ne nous forment pas à faire de la vente, ce qui est très triste à mon goût, parce que c'est un métier d'avenir et qui existera toujours. Donc aujourd'hui, tu penses qu'il est plus valorisant de passer chez Rocket School que dans une grande école? Ça dépend du métier que tu veux faire. Si tu veux aller sur ces missions, ouais.
Je pense d'un SDR, ah oui, complètement. Ouais. Un gars qui arrive avec en tête uniquement l'idée de que moi je veux vendre un produit, je veux apprendre des choses et je veux évoluer. Et un peu mieux, malheureusement, moi les écoles de commerce, enfin on en a hein, plein d'SDR qui viennent de grandes écoles, mais malheureusement ils arrivent avec beaucoup d'expectations, quoi. Ils arrivent avec, ok, bon alors moi je suis manager là dans 6 mois, hein. Et en fait, non, quoi. Là, le marché du travail, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'en école de commerce, on nous brainwash à nous dire, vous êtes les managers de demain, vous êtes les meilleurs, on a tellement besoin de vous, etc., etc. Et c'est pas la bonne attitude à adopter en début de carrière, pas du tout. On a demandé plusieurs fois dans le chat si tu avais un sales playbook et est-ce que tu pourrais le partager aux viewers? Ouais, c'est pour moi la question? Ouais, pour toi. Pardon. Oui, oui, on a un truc, faudrait que je vois si je peux le partager, mais oui, oui, ça doit être envisageable, faudrait que je retrouve, c'est pas moi qui gère ça maintenant, mais pareil, hein, ça fait partie des choses que vous pouvez m'envoyer un mail ou je sais pas, passer par France Digital et je le partage, je le mets en open source à un moment. Pareil, Cyril, je pense que c'est des choses que vous avez dans ta formation. On a pas mal de contenu ouais, sur la formation. Ensuite, on a des exemples de playbook, mais qui sont pas forcément les nôtres, donc on peut pas trop diffuser de façon large. Mais c'est top si John peut faire ça. Ouais, je vais essayer de fouiller un petit peu, voir ce que j'ai. Ok. Bon, je sais pas si on va passer sur le reste, puisque c'était déjà vachement riche. On a fait 2 heures au lieu d'une, mais il y a peut-être quelques questions-réponses avant qu'on clôture. Si vraiment il y a beaucoup de demandes, on pourra faire un deuxième épisode, hein, si ça vous intéresse aussi. J'ai que des retours positifs en tout cas. Est-ce que vous voulez ajouter peut-être un petit mot sur la fin? Alors, tes petits mots. Je pense que. Vas-y, John. Non, mais c'est vrai qu'actuellement, il y a quelque chose qu'on n'a pas du tout abordé. C'est la macro. Hein, c'est actuellement, qu'est-ce qu'on fait, hein, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs dans le webinar et peut-être quelques responsables commerciaux, des choses comme ça. C'est vraiment, il y a une attitude à adopter en cette période de confinement, selon votre business, c'est de surtout pas arrêter la machine de sales. Il ne faut pas l'arrêter. Il faut continuer. C'est maintenant que des choses intéressantes peuvent aussi se concrétiser parce que les project managers, les entreprises ont un peu plus de temps à prendre du recul sur ce qu'ils font et donc potentiellement implémenter des nouveaux outils, des nouvelles pratiques, etc., etc. Donc ne sous-estimez pas le fait que vos commerciaux doivent autant que possible, selon votre business, continuer à chasser et à chercher finalement le Graal en cette période. Et donc évidemment l'email, tout ça, la téléphonie, ne pas arrêter ce qui a aussi bien commencé ou ce qui vous a pris autant de temps à mettre en place. Parce qu'après, il y a une inertie qui va s'installer si vous arrêtez la machine. Carrément. Et un des trucs qui est vraiment top, et tout à l'heure, John nous a partagé un peu les chiffres sur Aircall. Et ce que je trouve vraiment super, c'est qu'on est en France, on a parfois tendance un petit peu à se dire, à regarder un petit peu partout ailleurs. Mais quand on voit ce qu'ils nous partagent, quand on voit la croissance qu'ils ont, le fait qu'ils bossent à l'étranger, et c'est pas les seuls, on a beaucoup de belles scale-up, de belles startups françaises. Donc on est pas mal en pointe, je trouve, et faut le dire. Et il faut qu'on s'en inspire et qu'on soit assez solidaires tous ensemble dans le métier du sales pour permettre à notre industrie de bien booster. Et c'est top dans ce cadre-là que John et Alex aient accepté de partager tous ces tips avec nous, parce que je pense que ça va tous vous permettre et nous permettre d'avancer encore plus vite, quoi. Toi aussi, merci beaucoup d'avoir participé et animé ce débat, Cyril. Écoutez, du coup, je pense qu'on va réfléchir à faire un épisode 2 sur la gestion de crise à voir entre nous quatre, pardon, quels sont vos insights. Merci à tous d'avoir participé. Merci beaucoup. N'hésitez pas à passer sur le replay qui va être rapidement disponible dans notre Notion, le Rescue Starter Kit de France Digital. Et à bientôt tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci.